La réalité augmentée est d'une importance critique pour Apple. La voiture autonome, elle, est comparable à un robot et nous verrons ce qu'Apple fera. L'art de dire beaucoup sans rien révéler, élevé à son paroxysme par Tim Cook. C'était mardi dans Sway, le podcast de Kara Swisher du New York Times. Dans un instant, les meilleurs passages de l'interview de Tim Cook et notre analyse. Vous voulez apprendre à coder sur plateforme Apple ? Vous êtes débutant, voire vous n'y connaissez rien ? Ça tombe bien, après-demain, samedi 10 avril à 14h30, lancement de la chaîne Twitch de Format Mac. Cédric Rosin, son fondateur, est avec nous pour tout nous raconter. Elle s'appelle Opto, c'est une caméra HomeKit Secure Vidéo vendue moins de 50 €. Mais que vaut-elle vraiment ? Ce sera le test de la semaine. Ma maison connectée avec un ruban LED low cost à 10 €. Alors, on achète ou pas, François ? Une puce en plat de résistance, ça vous dirait ? De la A15 de printemps sauce à la pomme au menu du dîner d'Eli. Et puis le tuto audio, je vous explique comment vérifier si, comme Mark Zuckerberg, vous faites partie des 533 millions d'utilisateurs de Facebook dont les coordonnées ont été hackées et rendues publiques. Moi, c'est mon cas. Alors, pourquoi pas vous ? iWeek, la semaine Apple, le podcast, épisode 33. Ici Benjamin Vincent, welcome aboard. J'ai mis les Ray-Ban, j'ai le chewing-gum et le sourire ultra bright et on est prêt à décoller ensemble pour 1 heure de vol, direction l'Appleistan, cet écosystème à l'actualité inépuisable. Cette semaine, c'est Tim Cook qui a surpris tout le monde sous ses faux airs de « Vous savez que je ne peux rien dire ». Well, I can't talk about anything that that may or may not be in the pipeline. En fait, il en dit beaucoup plus que ce qu'on pouvait espérer sur 2 rumeurs folles autour d'Apple, le casque ou les lunettes de réalité augmentée et l'Apple Car. On va l'écouter dans un instant. Tout de suite, bonjour les garçons, Ellie et François. Salut à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Alors salut Ellie. Bon, ça sent bon quand même, hein ? On rêverait presque, Ellie, d'une voiture Apple qui intégrerait de la conduite en réalité augmentée. Pas de voiture Apple. Saint Thomas, toujours moi. Je n'y crois toujours pas. Toujours pas. Bon, pourtant, on va voir qu'il en parle, Tim. Et salut François. Salut Benjamin. Tu vas bien ? Très bien, très bien. Très heureux de vous retrouver comme tous les jeudis soirs. Bah, c'est partager ce plaisir, François. Bon, Tim Cook, on en profite hein, parce qu'il l'a dit, il ne sera probablement plus aux commandes d'Apple dans 10 ans. Bah oui, je savais pas trop comment vous l'annoncer, mais voilà, je vais à Cupertino dans 5 ans et logiquement dans 10 ans, c'est moi qui prends le relais. Donc ils avaient besoin de repasser au modèle chauve, donc du coup, il a beaucoup hésité entre Ellie, Cédric et moi, et finalement, il m'a choisi. Bon, je crains qu'il y ait de la concurrence avec Kelly, hein. On verra ça tout à l'heure tous les deux. On réglera le duel entre vous deux pour la succession de Tim Cook. Donc cette interview événement accordée à Kara Swisher du New York Times pour son podcast baptisé Sway, S-W-A-Y. On va en écouter les meilleurs passages dans un instant et on va les décrypter tous les 4. En France, l'un des événements de ce week-end, ce sera samedi, le lancement de la chaîne Twitch de Format Mac. Et Cédric Rosin, son créateur, est avec nous aujourd'hui. Bonjour Cédric. Bonjour Benjamin. Bienvenue dans iWeek. Merci de m'avoir invité, c'est très gentil à vous. Écoute, c'est un plaisir de te rencontrer, de t'accueillir. Format Mac, formation et services autour de l'univers Apple, basé dans la Sarthe. Angers, oui, Le Mans, Sablé-sur-Sarthe, le triangle magique. Oui, je suis pile au milieu. Bon, écoute, j'ai une question à te poser. Comment va François Fillon ? François Fillon, ça va, je pense. Pas très bavard en ce moment. Hein. Non, je dois reconnaître que pour l'instant, on est un petit peu sans nouvelles, mais bon, je pense que ça doit aller. Bon, est-ce qu'il est sur Mac au moins ? Ça, je ne sais pas. Bon, Si, écoute. si. Je ne sais pas. Écoute. Si, dis-tu, Ellie ? Oui, c'est un grand fan d'Apple. Quand il était Premier ministre, en tout cas, il était très très Mac. Bon. Ben voilà. Écoute, c'était évidemment une blague, enfin en tout cas une toute petite parenthèse. À 36 heures du lancement de cette chaîne Twitch, est-ce que tout est prêt, Cédric ? Tout est prêt. Bon, et l'idée c'est quoi en un mot, parce qu'on va y revenir évidemment en détail dans quelques minutes avec toi, mais l'idée c'est quoi ?
L'idée, en fait, c'est de faire découvrir le monde de la programmation, le code sur la plateforme Apple, aux novices, aux débutants et aux curieux, aux personnes qui voudraient s'y mettre mais qui ne franchissent pas le pas. Il y a énormément d'outils chez Apple qui permettent de le faire et la manière dont on peut le faire sur Twitch peut être assez conviviale. Eh ben écoute, ça va être passionnant et même moi, ça peut m'intéresser. Donc tu auras peut-être oui. au moins un inscrit, Sandy. Un autre inscrit, je prends. En l'occurrence, moi. Allez, moi aussi, je m'inscris. Parfait. 2 inscrits, allez. On regardera comment faire. Super. Le test de la semaine. Cette semaine, une caméra HomeKit Secure Vidéo. Et donc, ce qui se fait de mieux en principe en termes de sécurisation de la caméra et des images qu'elle prend. Ellie, tu l'as testé. Alors, sans dévoiler ton verdict, mais par rapport au EFI que tu avais adoré, elle vaut quoi cette caméra que tu as essayée? Je suis un peu circonspect pour le moment. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors oui, elle est Secure Vidéo, mais voilà. Bon, on verra tout à l'heure, ok. Autre test, ce sera dans Ma Maison Connectée avec toi François. Ma Maison Connectée, c'est le rendez-vous domotique qu'on retrouve toutes les semaines. Et toi, c'est un ruban LED à 10 € que tu as testé. Bah, ouais, comme je vous l'avais dit il y a quelques semaines, j'ai passé une petite commande sur un site chinois très connu qui s'appelle AliExpress et ces rubans LED qui étaient censés être compatibles HomeKit à 10-15 € m'avaient grandement interloqué. Je me suis dit, allez, 10 € finalement, ça se tente. Donc je vous ferai un petit retour plutôt positif ma foi. Et c'est 10 € pour quelle longueur ? Alors, moi j'ai acheté si je dis pas de bêtises, c'est un 2 mètres qui devait être à 13 € et ça va jusqu'à 15 mètres à 25 €. Bon. 15 mètres, 25 €, c'est vraiment pas cher du tout pour du ruban LED. Cher. Les Philips Hue doivent être à 50 € le modèle qui doit faire 2 mètres si je dis pas de bêtises. Ouais. Bon, tu nous en reparles tout à l'heure dans Ma Maison Connectée. J'espère que vous avez faim les amis. Ton dîner, Ellie, s'annonce très consistant cette semaine encore. Fais-nous saliver. Mais oui, mais le problème, si tu veux, c'est qu'il est au four. Je peux pas le sortir avant, sinon ça va gâcher le repas. C'est un soufflé. Mais bon, on va parler un peu processeur, on va parler un peu fuite, on va parler un peu chiffres. Donc voilà, il y a plein de petites choses. Bon, ça va être délicieux, j'en suis sûr. Le tuto audio, vous avez peut-être un point commun, sans le savoir, avec Mark Zuckerberg. Vous savez lequel ? Ah ouais ? Vous êtes peut-être fait hacker vos coordonnées, comme lui, sur Facebook, comme 533 autres millions d'utilisateurs. Alors, je vais vous expliquer comment savoir si vous faites partie du lot. Le conseil que je peux vous donner, en tout cas, il ne change pas, c'est de suivre iWeek, la semaine Apple, le podcast, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. C'est simple, vous cliquez sur s'abonner ou sur suivre. Ça dépend et c'est en train de changer de terminologie. Prenez aussi quelques secondes sur l'appli podcast d'Apple pour écrire un avis et pour nous mettre une note 5 étoiles. C'est super important et vous savez combien ces messages comptent, y compris pour nous, puisqu'ils nous font toujours hyper plaisir. Les réseaux sociaux, followez iWeek, Twitter @iWeekNews, Instagram @iWeek.news et puis Facebook bien sûr. Et puis cette semaine, on a publié 7 vidéos sur la chaîne YouTube d'iWeek. Bonjour, je m'appelle Benjamin Vincent, je suis le créateur d'iWeek. Alors iWeek c'est quoi ? Aujourd'hui c'est un podcast hebdomadaire qui s'appelle iWeek, la semaine Apple. Et puis d'ici très peu de temps, ça va être un site internet à l'adresse iWeek.news. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute que vous êtes soit sur YouTube, soit sur la page Patreon d'iWeek. Pourquoi Patreon c'est important ? Parce que c'est le moyen pour vous de nous aider à continuer iWeek. On a besoin de vous. Pourquoi ? Parce qu'on a plein de projets, plein d'idées. On a besoin de matériel audio, vidéo, informatique pour améliorer la qualité de ce qu'on fait toutes les semaines. Évidemment, il y a les keynote Apple qui sont notre grand-messe, notre Noël à nous. Je pense à l'iPhone, à l'iPad, au nouveau Mac, à tous ces nouveaux produits, à ces technologies qu'Apple annonce et qu'on suit en direct avec vous à chaque fois. Et puis le site, c'est aussi un autre projet très important, mais plus largement que ça, on a plein de projets en tête. On a besoin de votre aide, on a besoin d'argent, disons-le. Et pour ça, on a imaginé un système en fait, où vous allez accepter de nous donner quelques euros par épisode. Ça vous sera prélevé au début du mois. Vous pouvez arrêter à tout moment. Vous pouvez changer de formule. Tout est possible, c'est hyper souple. C'est en euros, la page est en français. Bref, on a tout prévu pour que ce soit le plus simple possible pour vous. En échange de votre participation,
on a prévu des avantages. Et je vous laisse les découvrir sur le site. L'idée, c'est vraiment de vous intégrer le plus possible à ce projet, de vous faire participer, d'échanger avec vous, et vous le verrez aussi, de vivre des moments très privilégiés qui vont être formidables pour nous comme pour vous. Alors, d'avance, merci infiniment de ce que vous ferez pour nous, de la part de toute l'équipe d'iWeek. Je pense à Elie, je pense à Jean-Christophe, je pense à François, et puis on se dit à très vite, soit sur le podcast, soit sur iWeek.news. À bientôt. Bon, le message, il est clair, hein, vous avez compris. On a besoin de vous sur Patreon, cette plateforme de financement participatif. Comme promis, puisqu'on s'engage à citer votre nom à l'antenne, je vous remercie, vous les 2 nouveaux contributeurs, depuis qu'on a mis en ligne cette vidéo il y a quelques heures. Jack Daniels, petite référence, je pense, à un excellent whisky, hein, à boire avec modération quand même. Et puis Mélie, bienvenue à tous les deux dans la grande famille iWeek sur Patreon. Vous allez voir, on va s'éclater dans les mois qui viennent. Alors je vous rappelle qu'iWeek, la semaine Apple, c'est un podcast audio natif disponible le jeudi avant 20h. Mais c'est aussi désormais un podcast vidéo. Je vous fais un petit coucou là, d'ailleurs on vous fait tous un petit coucou, François, Élie, Cédric, ouais, coucou les amis. Donc un podcast vidéo disponible gratuitement sur la chaîne YouTube d'iWeek. Là aussi, abonnez-vous en cliquant sur le bouton, et ainsi que sur la cloche, comme ça vous serez prévenu dès qu'une nouvelle vidéo ou qu'un nouvel épisode arrivera. Dans un instant, Tim Cook, invité d'un podcast. La prochaine fois, ce sera peut-être iWeek, mais mardi, c'était Sway. A tout de suite. Une demi-heure d'interview, un Tim Cook étonnamment loquace sur les grands sujets qui concentrent toutes les rumeurs depuis des mois, l'Apple Car et d'hypothétiques lunettes ou casques de réalité augmentée Apple. C'était donc mardi la mise en ligne du nouvel épisode de Sway, le podcast de Kara Swisher, la journaliste tech du New York Times. Élie, François, vous avez écouté ce podcast tous les deux. Votre première réaction globale sur, on va dire, l'attitude, l'état d'esprit de Tim Cook, François? J'avoue qu'on a beaucoup de souhaits sur l'avenir d'Apple, et donc du coup c'était un bon moyen, grâce au podcast, de savoir un peu où est-ce qu'il allait, juste histoire de faire le jeu de mots. Non, c'est un exercice étrange de la part de Tim Cook. À ma connaissance, il en a pas fait beaucoup de podcasts. Je me souviens, si je dis pas de bêtises, vous me contredirez, mais je crois que c'est Craig Federighi qui a dû en faire un à l'issue de la WWDC il y a quelques années. C'est pas le média par lequel Apple s'exprime le plus souvent. Ils ont plutôt tendance à passer par la télé, et je trouve ça plutôt original. Maintenant, on voit que le podcast est en train de percer, et le fait qu'Apple communique par ce biais-là, ça montre aussi que Apple y croit, et c'est un moyen aussi pour Apple de pousser les podcasts, je pense. Ouais. Mais c'est la deuxième fois qu'il le fait, hein. En fait, avec Kara Swisher, c'est la deuxième fois. Il en avait fait un il y a des années, et c'était un des tout premiers. Et il est resté fidèle au New York Times et à cette journaliste qui lui a d'ailleurs reproché de ne pas avoir profité de son passage précédent pour faire son coming out, puisqu'il a choisi de le faire sur une autre chaîne. Et elle lui a dit gentiment, qu'elle ne lui en voulait pas, mais quand même que ça aurait été bien si elle avait pu avoir le scoop. Ouais, c'était chez Forbes, hein, je crois qu'il avait fait son coming out, Tim Cook. Alors, il a beaucoup été question dans cette interview de non-respect de la vie privée, des batailles en cours entre Apple et d'autre part Epic Games et Facebook notamment. Mais d'abord, on va s'arrêter sur les grands projets. Vous le savez, Apple a pour habitude de ne jamais répondre aux questions sur des produits pas encore annoncés. Et là, Tim Cook devait être dans un bon jour, puisqu'après la précaution d'usage, à savoir « je ne dirai rien », il a quand même donné des pistes assez sérieuses sur des sujets sur lesquels on se pose des questions depuis des mois, si ce n'est des années. Alors on va commencer par ce périphérique de réalité augmentée, plutôt que virtuelle, hein. Il n'utilise pas du tout le mot de réalité virtuelle. Kara Swisher emmène Tim Cook sur le terrain de l'innovation. Elle évoque les rumeurs à l'approche de la WWDC dans 2 mois, et elle lui demande où se dirige Apple en termes d'innovation. Évidemment, c'est une règle que j'ai de ne pas parler de choses qui sont dans le futur, mais je suis à fond sur la réalité augmentée et sur l'intelligence artificielle. Pouvez-vous nous parler d'AR et de ce casque de réalité mixte ? Eh bien, je ne peux pas parler de quelque chose qui est peut-être ou peut-être pas dans le pipeline. Mais en termes de réalité augmentée, même si nous avons une super conversation, vous et moi, elle pourrait être encore plus sympa si nous pouvions
augmenter notre discussion avec des graphiques ou d'autres éléments qui pourraient apparaître. Et vos auditeurs pourraient en profiter aussi. And so when I think about that, Alors quand je pense à ça, different fields, whether it's health, en liaison avec la santé, l'éducation, le gaming, le commerce, je vois déjà la réalité augmentée décoller grâce au téléphone. phone, and Et je pense que les perspectives sont encore plus grandes à l'avenir. So it's critically Et donc c'est un enjeu critique pour l'avenir d'Apple ? it is. Oui, ça l'est. Alors, je voudrais avoir votre réaction sur ce premier gros sujet, évidemment. Juste, est-ce que vous avez remarqué qu'au tout début, il commence une phrase qu'il ne finit pas, et cette phrase, c'est « Vous savez qu'on a l'habitude de ne pas commenter des produits qu'on n'a pas encore », et puis il change sa tournure de phrase, et il le dit autrement. Mais ça équivaut presque à dire bon, on va l'annoncer, mais comme on l'a pas encore fait, je peux pas encore en parler. Votre sentiment sur donc cette allusion quand même très très explicite de Tim Cook à ce qu'on pourrait faire avec des lunettes ou un casque de réalité augmentée, Ellie? Je pense qu'on est presque prêt et presque là. C'est presque une fuite contrôlée ou volontaire. Si c'était un projet à moyen et long terme, il n'en parlerait même pas. Il ferait un no comment ou il ferait un truc beaucoup plus vague, comme pour la voiture, qui est une façon de dire sans dire. Là, je suis presque sûr qu'ils sont prêts. La WWDC sera l'occasion de parler de réalité augmentée. Peut-être qu'on ne verra pas le prototype final des lunettes. Mais en tout cas, les développeurs auront entre les mains, j'en suis sûr, de quoi coder et probablement un dispositif permettant de voir le résultat. Peut-être ça sera à travers un iPad, peut-être ça sera à travers une sorte de mock-up comme ils avaient fait pour le Mac mini à processeur M1. Mais je pense qu'en juin au plus tard, on entendra vraiment parler de la réalité augmentée chez Apple. Parce que, ouais, François, c'est quand même rarissime que Tim Cook accepte même d'envisager un usage pour un produit qui n'existe pas encore officiellement. Ouais, je rejoins ce que dit Ellie, ça sent vraiment la grosse fuite orchestrée, la petite info qu'on dissémine au milieu d'un gros discours. Je trouve que ça rejoint complètement ce qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer à l'antenne, sans vouloir nous lancer des fleurs. Je sais qu'Ellie l'a beaucoup dit. Je pense vraiment qu'Apple va être plus sur de l'aspect réalité augmentée que de la réalité virtuelle. Il y a peu d'intérêt pour Apple pour l'instant sur la réalité virtuelle complète. La réalité augmentée, on est quand même très nombreux à avoir des lunettes. C'est vrai que ça peut avoir un côté sympa, mais comme je l'ai dit la semaine dernière, moi je me demande pour quels usages. Il en a évoqué pas mal, hein. C'est vrai que de l'aspect éducation, c'est tout bête, hein, mais imaginons, je sais pas, on a les élèves qui sont à disséquer une grenouille comme on peut l'avoir tous fait en cours de bio. Enfin, on le fait peut-être plus maintenant parce qu'on n'a pas le droit de torturer les animaux, mais bref, peu importe. On s'imagine les élèves qui sont à découper la grenouille, et en réalité augmentée, on a les informations directement sur les lunettes. Ça a un côté hyper fun, quoi. D'un point de vue éducation, d'un point de vue professionnel. Maintenant, au quotidien, à voir à quel point ça peut être intrusif et à quel point ça peut gêner dans le côté relationnel. Comme on peut déjà l'avoir aujourd'hui avec l'Apple Watch au poignet qui vibre à tout bout de champ. Voilà, ça peut aussi dire je te regarde, mais en même temps je te regarde pas, je suis en train de regarder les infos qui apparaissent sur mes lunettes, quoi. Bon, t'as presque de l'avance sur ce que Tim Cook a dit là, je trouve. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il est en train d'installer le sujet à 8 semaines maintenant de la conférence mondiale des développeurs Apple qui aura donc lieu début juin. Cédric Rezin, Format Mac. Est-ce que tu penses que ça ressemble à une petite fuite organisée ? Je pense, oui. Tim Cook parle de la réalité augmentée depuis un petit moment. Il l'a souvent confronté à l'autre réalité, hein. La réalité augmentée, c'est quelque chose qui a l'air de lui tenir à cœur. Il y a la petite fuite là. Il y a l'illustration de la WWDC. Bon, est-ce que c'est un clin d'œil ? Est-ce que c'est vraiment ça ? En tout cas, ça... Le visuel avec les lunettes, hein, dont on parlait. Oui, le visuel avec les lunettes, voilà, tous les petits personnages, quels qu'ils soient, ont tous des lunettes. Donc ça fait quand même beaucoup de petits cailloux, sachant qu'il en sème depuis déjà un petit moment, que ça se précise de plus en plus. Je rejoins l'avis aussi que la WWDC devrait être l'occasion d'en savoir un petit peu plus, sous quelque forme que ce soit. Mais c'est un projet qui semble aboutir prochainement chez Apple, c'est sûr. Ouais. Est-ce que c'est un projet qui t'excite, qui te fait envie ? Ou pas ?
Alors la réalité augmentée, oui. La réalité virtuelle, pour l'avoir essayé, entre autres dans les jeux vidéo, bah justement c'est trop intrusif. Alors que la réalité augmentée, je trouve que ça apporte quelque chose sans pour autant se couper. Après on peut revenir sur le principe de l'Apple Watch qui sonne à tout bout de champ. Je pense que c'est aussi l'utilisateur qui la paramètre comme bon lui semble. Et la réalité augmentée fait que il peut afficher ce qu'il veut pas, notification ou pas. Et donc je pense que ça a plus d'avenir que la réalité virtuelle tout court. Ouais. On va rappeler que la réalité augmentée, c'est donc bien des lunettes qui permettent de voir autour de nous, mais qui viennent en superposition ajouter des éléments d'information, des graphiques, c'est un système de calque en fait. Hein. Ouais, c'est un calque, c'est ça, exactement. Bon, le deuxième gros sujet abordé mardi par Tim Cook, peut-être un peu plus loin dans le temps par rapport à nous, c'est la voiture autonome et une éventuelle, je sais qu'Ellie va encore faire des bons, une éventuelle Apple Car. Alors, Kara Swisher, elle commence par évoquer l'acquisition par Apple de Drive AI, donc une société spécialisée dans l'intelligence artificielle appliquée à la conduite. Et elle le lance sur le fait qu'il aurait refusé de rencontrer Elon Musk, le patron de Tesla, qui cherchait alors à vendre l'entreprise, légèrement endettée, au 10e de sa valeur. Extrait. Vous savez, je n'ai jamais parlé à Elon, bien que j'ai un grand respect et de l'admiration pour les entreprises qu'il a créées. Je pense que Tesla a fait un boulot fantastique, non seulement pour créer un nouveau marché, mais en conservant le lead pendant si longtemps et jusqu'à aujourd'hui sur les véhicules électriques, et donc j'ai beaucoup d'admiration pour eux. En termes de recherche que nous menons sur ces sujets, vous imaginez que je vais rester un peu évasif. Mais l'autonomie est une technologie en tant que telle, selon moi. Si vous prenez un peu de recul, la voiture, dans bien des aspects, est un robot. Une voiture autonome est un robot. Et donc, il y a plein de choses qu'on peut faire avec l'autonomie, et on verra ce qu'Apple fera. Nous menons des recherches sur tellement de projets en interne. Beaucoup d'entre eux ne voient jamais la lumière du jour, et je ne dis pas que celle-ci ne verra pas la lumière du jour. Plutôt sous la forme d'une voiture ou d'une technologie embarquée. Je ne vais pas répondre à cette question. Ce sera forcément une voiture, vous n'êtes pas Google. On adore intégrer matériel, logiciel et services et trouver les points d'intersection entre les trois. Parce qu'on pense que c'est là que la magie se produit. Et donc c'est ce qu'on adore faire. Et on adore posséder la technologie majeure qui fait le lien. Bon, là je veux dire, de manière claire, Tim Cook reconnaît qu'Apple travaille sur la voiture autonome, on est d'accord? Pas forcément. Qui travaille sur des technologies de conduite. Il dit qu'il ne peut pas parler de ce sur quoi il travaille, mais il parle du sujet quand même. Ah, du sujet, oui, mais ça ne veut pas dire que ce soit Ça ne veut pas dire que ça sortira, mais il travaille dessus. Il dit d'ailleurs que beaucoup et que la plupart des projets d'Apple ne voient jamais la lumière du jour. 80% des choses qu'Apple recherche ne voient pas la lumière du jour, il a dit dans l'interview à un moment donné. Mais donc si je pose la question autrement, est-ce qu'Apple fera un jour un robot puisque la voiture autonome est un robot, selon Tim Cook. Soit le robot, soit des technologies que d'autres intégreront dans leur robot. Oui, qu'Apple ait une flotte de voitures aujourd'hui équipées de hardware Apple qui se baladent dans les rues de Cupertino et aux alentours, c'est sûr à 100%. Est-ce que pour autant Apple va se lancer dans la fabrication d'une voiture complète avec tout ce que ça intègre ? Je suis pas sûr, mais qu'ils aient du hardware spécifique, qu'ils aient beaucoup de software, et que cette technologie-là voit le jour sous une forme de navette autonome à l'intérieur de campus, ou de voitures grand public destinées à être utilisées sur n'importe quelle route du monde à tout moment, c'est deux niveaux différents. Ou est-ce qu'Apple va vendre une partie de cette technologie à d'autres constructeurs ? Je vous rappelle que Drive AI, c'est assez rigolo d'ailleurs, parce que c'était une start-up lancée par le plus gros jailbreaker d'iPhone de l'histoire, le célébrissime George Hotz, appelé GeoHot, qui avait créé ça en se moquant d'ailleurs de tous ceux qui faisaient des voitures autonomes en disant « moi je ». Et finalement, il n'a jamais réussi à le faire, il s'est fait racheter 2-3 fois, donc finalement par Apple. Donc il y a beaucoup de codes qui existent. Mais entre le code et la voiture, il y a quelques étapes. Mais alors qu'Apple travaille sur le sujet, c'est certain. Certain. François, qu'est-ce que tu sens
sur le sujet de la voiture? Je suis dubitatif. Je sais pas si tu voulais y revenir après, j'y vais y revenir maintenant. Le petit coup d'Elon Musk, ouais, il est super bien, etc. D'un côté, il y en a un qui dit, ouais, il m'a pas répondu, et puis l'autre qui dit, je l'adore. Je trouve qu'il bosse bien. Il y en a un des deux qui doit raconter des bobards quand même, quoi, je pense. Parce que Alors, Tim Cook dit que non seulement ils ne se sont jamais vus, mais ils ne se sont jamais parlé. Oui. Ce qui est dément quand même. Alors, ce qui se passe, c'est que je pense que pour avoir quelque chose. Ouais, pour avoir vécu ça de côté Tesla, vous savez que j'ai quand même beaucoup de contacts chez Tesla. Je suis toujours l'administrateur du club Tesla France, où on a maintenant pas loin de 14 000 membres. Et on a des contacts au plus haut niveau chez Tesla. Donc, il y a eu une période extrêmement noire pour Tesla au moment où ils essayaient de produire la Model 3 à grande échelle parce que l'entreprise se jouait, et ça a été un peu comme Apple en 1997. Ils sont passés à quelques jours du dépôt de bilan. Des banques qui voulaient plus les suivre, des retards, des problèmes sur la chaîne de production, des choses comme ça. Et je pense qu'à un moment de désespoir, Elon Musk a essayé de vendre Tesla, et quand il dit pour 1/10 de sa valeur, à l'époque, ça valait pas très cher. Et donc, je pense qu'il a dû essayer de communiquer avec Apple. Aujourd'hui, tu n'appelles pas Tim Cook directement. J'ai son portable, si je peux pas vous le donner, mais je l'ai. J'ai jamais essayé de l'utiliser, jamais. Donc, de toute façon, je pense qu'il est pris par le numéro, en tout cas, qu'il public de son portable, doit être répondu par un de ses nombreux assistants. Vous savez qu'à l'époque, il y avait une énorme guerre entre Tesla et Apple. Ils se piquaient des ingénieurs à tout va, pour des postes très élevés. Donc, qu'il ait essayé de joindre quelqu'un d'Apple, je pense que oui. Que ce quelqu'un ait dit Elon Musk, Tesla, le mec qui nous tape nos ingénieurs, tiens, attends, non, no way, et qu'il n'ait pas passé plus loin. Je pense pas que Tim Cook mente en disant ouais, il a essayé de m'appeler, mais je l'ai envoyé balader. Politiquement, c'est pas très bon. Surtout qu'après, les gens peuvent lui reprocher, parce que si Apple est vraiment sérieux sur le projet de sortir une voiture, honnêtement, ils auraient pu acheter Tesla entièrement, c'est-à-dire le hardware, le software existant, les milliards de terabytes de données de conduite autonome pour quelques centaines de millions de dollars à l'époque. Donc, bon, ça aurait été juste énorme et pas cher du tout, par rapport au prix que ça coûterait aujourd'hui de partir de zéro. Et le réseau. Et le réseau. De concessionnaires, absolument. Le réseau de batterie, les usines. Ça aurait été l'affaire du siècle pour Apple. C'est en ça que je comprends pas pourquoi Apple l'a pas fait, quoi. Je pense que Tim Cook n'a pas été au courant de l'affaire. Ouais. Il y en a un qui a dû sauter alors, parce que... Peut-être. Ou alors Elon Musk raconte des bobards. Je crois pas. Il n'est pas du tout comme ça. Et puis surtout, la situation où Tesla était à vendre pour pas cher est réelle. Vraiment réelle. Maintenant, le rebond a été spectaculaire, puisqu'il est l'homme le plus riche du monde, ou numéro 2 suivant les semaines. La valorisation de Tesla a été multipliée par 1000. Donc aujourd'hui, Apple pourrait encore les acheter, mais ça coûterait vraiment très cher. Cédric, une voiture Apple, est-ce que ça te semble concevable, et est-ce que ça te fait envie ou pas du tout ? Je suis assez partagé sur ce sujet-là, mais je pense aussi qu'il travaille sur le domaine de la voiture, mais de là à avoir la fameuse Apple Car, je suis pas convaincu. Honnêtement, je suis pas sûr que Tim Cook et Apple aient vraiment envie d'aller dans ce domaine-là. Par contre, oui, travailler sur ce sujet-là, effectivement, maintenant c'est sûr et certain. Ceux qui vont en faire, ça par contre, c'est assez incertain. Mais c'est vrai que, en étant fan d'Apple, une Apple Car, évidemment, ça fait rêver, entre guillemets. Mais je ne pense pas que Tim Cook est assez pragmatique, et je ne pense pas qu'Apple se lance dans ce domaine-là avec une voiture, made in Apple. Ouais. Bon, le troisième gros sujet de cette interview, c'est les mises à jour d'iOS et l'intégration de nouvelles fonctions de protection de la vie privée. Alors ça se passe comme ça, Kara Swisher demande à Tim Cook s'il est surpris par l'ampleur de la quantité de données que certaines entreprises s'approprient sur les utilisateurs et sur leur vie privée sans leur consentement.
I'm appalled by it. Je suis consterné. We've got things coming. Et donc on a quelque chose dans le pipe qu'on pourrait comparer au Nutri-Score. Privacy. Vous savez, les contrats sur la vie privée sont devenus des pages et des pages imbitables auxquelles les gens disent « je suis d'accord » juste pour pouvoir passer à la page suivante. Notre fonction, comme le Nutri-Score, pour les aliments, vous donne en un coup d'œil les informations clés et nous allons l'améliorer au fil du temps. One carrot that's probably gotten the most. Il y a notamment cette fonction dont on parle beaucoup qui s'appelle ATT, App Transparency Tracking. Ce qu'elle essaye de cibler, ce sont les entreprises Taking advantage of qui tirent profit de la possibilité de traquer vos usages d'une app à l'autre, quel qu'en soit l'éditeur, jusqu'à obtenir un profil intégral what you're thinking. sur ce que vous pensez, ce que vous faites, jusqu'à vous surveiller dès que vous êtes sur le web 24 heures sur 24, avec les appareils que vous fabriquez. They're using all tech. Ils utilisent toutes les technologies possibles. Et donc, soyons très terre à terre pour que les gens comprennent. Quand est-ce que cette mise à jour va sortir? Few weeks now. Dans quelques semaines. And it's called ATT. Et donc, elle s'appelle ATT, App Tracking Transparency. Companies like Facebook and many. On le comprend, Facebook et d'autres gagnent beaucoup d'argent à partir des données collectées par ces trackers. À quoi cela va-t-il ressembler pour l'utilisateur? That basically Ils verront apparaître une fenêtre toute simple qui leur demandera s'ils sont OK pour être traqués ou pas. not. If they are, things move. S'ils cliquent sur OK, le processus se poursuit. Sinon, alors le tracking est désactivé pour cette app. With respect to that specific app. Right. And will it D'accord. tell them what's tracking? Ça leur dira ce qui est traqué pour les aider à prendre une décision, parce que posé comme ça, tout le monde va répondre non. The developer can put Le développeur peut préciser ce qu'il veut, quel est le but du tracking. Par exemple, que ce sera pour des pubs personnalisées, ou ce qu'ils veulent. La seule chose que nous voulons faire, c'est fournir un outil pour que la personne qui doit prendre une décision puisse le faire. Mais vous les guidez. Pourquoi le faites-vous et pourquoi maintenant? every year. Car chaque année, nous ajoutons de nouvelles fonctions pour protéger la vie If privée. you look back at Si vous regardez en arrière, every year, it is not. ça ne vise aucune entreprise. Ça défend juste un principe simple. And the principle is that the individual Chacun should be in control devrait avoir le contrôle over whether they're et pouvoir choisir d'être traqué ou pas et de savoir qui détient des données sur eux. C'est aussi simple que ça. Si on crée tout le système aujourd'hui à partir de rien, bien sûr qu'on intégrerait cette fonction. Of course, it should be Bien sûr que ça devrait être votre décision of what happens. de déterminer ce qui arrive avec vos données. Pas moi ou quelqu'un d'autre. And Et ceux qui contestent ce choix that choice is s'appuient sur le fait qu'il n'y avait pas de consentement éclairé auparavant. and C'est vrai, mais ce n'est pas une raison pour continuer. in and of itself. Ellie? Ben écoute, c'est le morceau, je pense, où Tim Cook est le plus passionné. C'est vraiment un thème qui lui tient à cœur, mais vraiment, vraiment. La protection des données, c'est dans l'ADN d'Apple. C'est pour ça que moi, je suis très tranquille quand on parle de Siri, de la façon dont Apple gère les données sur les iPhones. C'est tellement au cœur d'Apple qu'il ne plaisante pas avec ça. Et il ne comprend pas, justement, que les autres ne partagent pas cet avis. Donc, ça s'entend dans sa voix. Il est vraiment obsédé, passionné par ce thème-là. Il dit que c'est un des enjeux du 21e siècle. Il a probablement raison, hein. Et moi, j'ai beaucoup aimé la partie sur l'amplification des réseaux sociaux, des médias en général, des réseaux sociaux, et le fait qu'Apple ne veut pas être un amplificateur, qui sont de fait, hein, parce que dès que lui parle, dès qu'Apple dit quelque chose, sort quelque chose, ça a une résonance mondiale. Donc, il faut être extrêmement prudent. Lui l'est, et bravo, parce que d'autres ne le sont pas. Cédric, tu le trouves convaincant, Tim Cook, sur le sujet du respect de la vie privée? Oui, je le trouve convaincant. Sur ce sujet-là, il est vraiment très convaincant. C'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. On le voit, hein, même dans ses discours. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Moi, je propose une formation sur la sécurité numérique sur les appareils Apple et je me donne une citation de Tim Cook parce que c'est vraiment quelque chose, c'est un enjeu majeur. La data, en général, les données confidentielles encore plus, c'est quelque chose que je pense que le grand public, on ne lui a pas donné les outils pour comprendre vraiment les enjeux. On s'est laissé un petit peu emporter par le courant en disant bon bah ça va, voilà, quand Facebook est arrivé, oui bah je donne ma date de naissance par exemple, bah il m'envoie un petit message, je suis content. Après je donne le lieu où j'habite, les études que j'ai fait, et on s'est pas rendu compte que tout ça, ça représente une certaine valeur, c'est des choses qui nous appartiennent.
et qu'on donne à des multinationales sans trop savoir ce qu'ils vont en faire. Et la politique d'Apple dans ce domaine-là, elle est claire. Et je trouve ça rassurant. C'est aussi pour ça que j'utilise les appareils Apple, quoi. Apple, c'est un tout. Et ce domaine-là, je pense qu'il est important que le grand public soit tenu informé, parce que je pense qu'il n'a pas tous les outils. Et c'est dommage, parce que finalement, il n'a pas vraiment le choix par manque d'informations. Et je pense que si les gens en savaient plus, au moins s'ils prenaient cette décision-là, ils le feraient en connaissance de cause. Ouais. François, bon, clairement, Tim Cook supporte pas les boîtes qui se contentent de te proposer genre, en gros, un avenant au contrat qui fait 50 pages que tu liras jamais et qui mise sur le fait que tu vas cliquer sur « je suis d'accord » parce que tu veux juste passer à la page suivante. Finalement, Apple, c'est pas un peu inspiré du RGPD, donc de cette réglementation au niveau européen qui est arrivée il y a quoi, il y a un an et demi? On se souvient tous que Tim Cook avait eu l'occasion de venir en Europe, d'être auditionné par la Commission européenne, si je dis pas de bêtises, ou c'était le Parlement européen, j'ai un doute. Oui, c'était on sent vraiment que c'est le cheval de bataille d'Apple et je trouve ça très bien. Ça me fait repenser à un sujet d'actualité qu'on a vu cette semaine. Je sais pas si vous l'avez vu, il y a Allociné qui s'est mis à proposer une version gratuite d'Allociné sans cookies pour 1 euro par mois, si je dis pas de bêtises. Et qu'en gros, si on n'accepte pas de payer 1 euro, on est obligé d'accepter les cookies, quoi. Donc on sent vraiment que c'est un gros enjeu. Je rejoins ce que disait Cédric. Aujourd'hui, les gens n'ont pas conscience de l'impact que ça peut avoir sur ces données personnelles. Et je pense que là-dessus, Apple est bon, entre guillemets. Maintenant, il faut faire attention à pas être trop le chevalier blanc aussi, et à se prendre le retour de bâton à un moment. Parce qu'on se souvient tous des fameuses écoutes aléatoires qu'il y avait de Siri pour améliorer Siri. Apple s'est un peu fait taper sur les doigts à ce moment-là. Donc c'est bien, j'entends, et je pense que Tim Cook est convaincu par ça, mais il faut qu'il soit encore plus vigilant du coup à vraiment être dans les clous et à pas faire de faux pas, parce que s'ils font un faux pas, ils se font taper direct sur les doigts. Et je pense que Mark Zuckerberg, il attend qu'une chose, c'est qu'il y ait un scandale Apple, quoi. Et là, ce jour-là, ça fera mal. Bon. Dernier point qu'on avait envie de sortir de cette interview dans Sway. Quel avenir pour Tim Cook à la tête d'Apple? Où sera-t-il dans 10 ans? Pour beaucoup, ce fut l'info principale de cette interview. Pas pour nous, mais allez, on va dire que ça compte un peu quand même. 10 more years, 10 ans de plus, je ne serai probablement plus là. I can tell you that Mais je vous le dis, je me sens super bien à cet instant. and the date's not Et ce jour n'est pas en vue. Mais 10 ans de plus, c'est long et probablement pas 10 ans de plus. What would you do if you Que were? feriez-vous si vous n'étiez plus à la tête d'Apple? clue because I Je love n'en ai aucune idée, parce que j'aime tellement cette boîte que j'ai du mal à imaginer ma vie sans elle. and Et donc, je ne suis pas sûr de savoir until after I'm- tant que je ne serai pas parti. because I think Parce que je pense que je courrai si vite que je n'y penserai jamais vraiment avant de m'arrêter de courir. Vous comprenez? does that make any sense? Élie, François, la succession est presque ouverte? C'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, il ne se voit pas à 70 ans, toujours à la tête d'Apple, bien qu'il affirme et il répète qu'il adore la boîte, qu'il connaît pas de meilleure boîte et que c'est pas pour aller bosser ailleurs. Oui, il prendra des vacances comme lui suggère Kara Swisher. Oui. Bon, qui est candidat alors pour cette succession dans l'équipe? Élie. Je suis désolé les gars, mais je pense que je suis le plus jeune, donc il n'y a que moi qui ai un avenir chez Apple. Vous êtes trop vieux les gars. Cédric, tu étais très jeune, Cédric, encore, toi aussi. Oui, au niveau informatique, je commence à avoir le poids des années, mais non, j'ai pas la carrure, non, c'est pas possible. Juste pour rebondir, je trouve ça intéressant ce qu'il évoque, c'est que 10 ans c'est loin, mais en même temps il dit pas, il ne s'y voit pas, mais il dit pas un nom franc et massif non plus. Je pense que ça dépendra beaucoup aussi de qui arrivera derrière. Est-ce que ce sera quelqu'un qui viendra de l'extérieur ou est-ce que ce sera à l'image de Tim Cook, un des seconds qui deviendra premier? Je pense que c'est une vraie question, mais je pense que c'est aussi le lien qu'il y a entre Steve Jobs aussi et Apple. Ça reste quand même, le fils spirituel, c'est pas le cas, mais on sent vraiment qu'il est resté dans la continuité de ce que faisait Steve Jobs. C'était pas une rupture complète, quoi. Donc voilà, c'est une vraie question pour l'avenir.
Ouais. Puis attention à ne pas mal comprendre ce qu'il dit, parce que la question n'est pas est-ce qu'il partira dans 10 ans, c'est est-ce que dans 10 ans il sera toujours à la tête d'Apple, et il répond probablement pas. Ça veut dire qu'il peut partir l'année prochaine, hein. Ça veut aussi dire ça. Hein. Oui, ou ça peut dire que peut-être que dans 10 ans il y sera encore. Ça veut dire que dans 10 ans il aura oublié qu'il avait dit ça aujourd'hui. Non, il dit en fait que la transition n'est pas pour l'instant à l'ordre du jour. Donc, il n'y a pas un truc en cours avec une timeline précise, etc. Pour l'instant, il vient d'atteindre la soixantaine, si j'ai bien compris. Il se sent tout à fait en forme, il adore la boîte, mais il pense qu'à 70 ans, il a certainement envie de faire d'autres choses. Il aura passé une bonne partie de sa vie chez Apple, et tant mieux. N'oubliez pas un truc, c'est que pendant 10 ans, quelle quantité de produits vont nous arriver, et surtout, quel niveau d'intégration et de technologie on sera dans 10 ans. On est incapable de le dire, quoi. Je sais pas. Bien sûr. En même temps, c'est dans très longtemps. Ouais. Bon, Tim Cook confiant, à moins d'un mois maintenant de l'ouverture du procès intenté par Epic Games après l'éviction de Fortnite de l'App Store, c'était en août dernier. Cook qui explique que permettre des App Store tiers menacerait à la fois la vie privée et la sécurité des utilisateurs d'iPhone et d'iPad. L'App Store, ce miracle économique selon lui, qui fait vivre plus d'1 million de développeurs, rien qu'aux US. Et puis, pour les 45 ans d'Apple, c'était la semaine dernière, Ellie, Tim Cook a envoyé un message à tous les employés. Raconte-nous. Bah écoute, un message comme d'habitude avec Tim, donc Tim avec T-E-A-M, hein, pas Tim lui-même. Donc, la team, ouais, c'est ça. C'est ce qu'il dit, voilà, la team. Ouais. Et donc pour d'abord féliciter pour les 45 ans d'Apple, etc., toute l'équipe, et pour dire que 45 ans c'est bien, mais qu'Apple probablement, lui, voit très bien Apple dans 45 ans encore, c'est-à-dire qu'il dit qu'Apple pourrait très facilement fêter son 90e anniversaire avec toutes les technologies qu'il y a en cours et avec l'enthousiasme des équipes et tout ça. Donc, en fait, la lettre, je suis en train de la relire là pendant qu'on en parle, c'est une lettre interne, quoi. Il explique... Dans 45 ans, ce sera plus une Apple Car, ce sera une Apple soucoupe volante. Puis on sera rendu au 3 millième numéro d'iWeek, non? Plus que ça, 3 millième, c'est ça. Dans 45 ans. Vous aurez une puce iWeek greffée dans le front, à mon avis, dans 45 ans. C'est ça. Mais c'est surtout une lettre de remerciement. Et il parle de quelques technologies, il profite pour parler du M1, de la 5G, comme quoi c'est très d'actualité, mais que ça a changé, encore une fois, la façon dont les gens utilisent leurs produits, etc. Et il parle un tout petit peu du Covid, en disant que ça a été une année éprouvante pour tous, pour leurs familles, etc., etc. Mais il est très fier de la façon dont ses équipes se sont comportées. Donc c'est plus une lettre pour marquer un anniversaire, plutôt qu'une projection. Mais comme il dit, dans 45 ans, Apple sera probablement encore là, c'est bien. Ça, les gens savent faire des calculs, donc les journalistes ont dit 45 plus 45, 90. Donc très bien, bravo pour le niveau de maths des journalistes. Merci Ellie. Voilà pour ce gros sujet, gros dossier autour de cette interview de Tim Cook. Il y a eu d'autres infos cette semaine, on les passe en revue dans un instant. C'est Pommes, le journal de la semaine. À tout de suite. Pommes, les infos qu'on vous propose de sauvegarder dans votre tête. François, on commence par cette info surprise. On peut finalement upgrader les Mac M1. En étant très très motivé et en aimant le risque. Ouais, c'est ça. Parce qu'on le rappelle, en fait, tout est lié au processeur, barrette mémoire, la vidéo, tout est sur une seule puce, une seule carte en fait. Et donc du coup, il y a moyen, en faisant du bricolage, de la soudure, d'upgrader maintenant. Ne le testez pas chez vous. Personnellement, on en parlait en antenne et je pense que personne autour de cette table virtuelle ne s'amusera à faire ça. Enfin, bon, si vraiment vous êtes très très doué de vos mains et très à l'aise avec les composants électroniques, c'est éventuellement faisable. Un mois après Photoshop, qu'on estime 50% plus rapide, la première bêta publique de Premiere Pro pour Mac M1 est disponible depuis lundi.
soit 2 mois et demi après la dispo de la toute première version bêta. Une transition progressive pour Premiere Pro avec migration des différentes fonctions du logiciel de montage vidéo avec à chaque fois la validation des performances. Mais c'est déjà pas mal parce que les fonctions de montage, d'étalonnage, les fonctions audio, le multicam et production, cette fonction qui permet de travailler à plusieurs et à distance sur un même projet, eh bien toutes ces fonctions sont déjà passées au M1 dans cette bêta publique de Premiere Pro, avec aussi les codecs essentiels, H264, HEVC et ProRes. En revanche, pour les effets, il faudra encore attendre puisqu'il n'y a pas encore d'équivalent sur M1 d'After Effects, le logiciel d'effets spéciaux, de trucage qui n'est pas encore dispo et qui n'existe toujours pour l'instant qu'en version Intel sur Mac et aussi sur PC bien sûr, mais on n'en parle même pas. Ellie, un mot de la mise à jour 14.4.2, là on parle d'iOS, avec un petit souci pour les notifications. Qu'est-ce qui se passe ? Ben écoute, certains utilisateurs se plaignent que depuis qu'ils ont fait la mise à jour en 14.4.2, ben ils reçoivent pas de notification. Et c'est un tout petit peu embêtant. Donc que dire par rapport à ça ? Ben que c'est une mise à jour paire, vous savez ce que j'en pense ? Des mises à jour paires. Tu les fais pas toi ? Non. Je ne fais que les impairs, c'est comme ça. Et donc, ça peut être embêtant parce que parmi celles qui ont été relevées, c'est des gens qui ont un compte Gmail ne reçoivent pas des notifications, disons qu'ils ont des nouveaux mails, ce qui est un tout petit peu embêtant. Il y a aussi des notifications de BFM qui arrivent. Bon, ça c'est bien. Pardon, non, je n'ai pas le droit d'exprimer mes opinions, mais voilà. Donc celle-là arrive alors ? Non. Non. Ah non, pas non plus. Ah bah c'est une bonne nouvelle alors. C'est ce que je dis. C'est ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tu sais quoi, je viens de vérifier là. Je suis effectivement en 14.4.2 et il y a 24 heures, je me suis dit c'est bizarre. J'ai programmé des notifs, notamment dans mon agenda pour qu'on me rappelle, tu vois, des événements, des choses à faire. Et je n'ai pas vu ces notifications passer. Et je pense qu'effectivement, elles ne sont pas passées. Donc je suis confronté moi-même à ce bug. Donc c'est un tout petit peu embêtant. Alors apparemment, il y a eu un sujet qui a été ouvert dans plusieurs sites, etc. Il y a des gens qui proposent des correctifs. C'est aller regarder dans temps d'écran. Alors, je profite au passage et je remercie publiquement notre amie et ex-chroniqueuse Audrey, qui a publié un sujet là-dessus. Temps d'écran est une application très méconnue. Très peu utilisé, mais très piège, parce que y a plein de réglages qui sont dedans, et si on ne va pas les changer, on a des grosses surprises. Je vous explique en 30 secondes. J'étais complètement bloqué, bêtement. Je n'arrivais pas à supprimer une application sur mon iPhone. Et je me suis dit, mais attends, je suis fou, là, on fait clignoter les trucs, on clique sur le moins, il le remet dans la bibliothèque d'apps. On va à la bibliothèque d'apps, on clique, il le remet dans le truc principal. Et j'ai fait, mais attends, mais comment on enlève une app ? Impossible. Et en fait, dans temps d'écran, il y a un réglage qui dit supprimer les applications autorisées, pas autorisées. Et donc, dans une des mises à jour Apple, il m'a interdit de supprimer mes propres apps. Et si tu ne le sais pas, tu deviens fou. J'avais envie de balancer le téléphone. J'ai cherché partout sur Internet et il y avait une vidéo d'Audrey qui disait « Attention, si vous n'arrivez pas à supprimer les apps, allez voir dans ton écran. » J'ai dit « Mais pourquoi ?» Eh ben si. Voilà. C'était ça. Donc il y a peut-être un truc à voir là-dedans, je sais pas. Mais en tout cas, le mieux c'est d'attendre la 14.4.3 ou encore mieux la 14.5 puisque Tim a dit qu'elle allait arriver. Dans quelques semaines, il a dit. Il y a une bêta 7 qui est sortie hier soir, mercredi. Quelques semaines, il a dit. Ouais. Audrey Coulot, que j'embrasse, et on va rappeler qu'Audrey, c'est elle qui a créé pour nous le fabuleux logo d'iWeek que vous connaissez tous maintenant. Transition, mise à jour des OS. Toujours un énorme écart entre l'univers Apple et l'univers Android, François. Ouais, on est à 90% d'iPhone activés en iOS 14 aux États-Unis. Et Android, on est à 20% pour un système d'exploitation qui est sorti une semaine avant pour le système Android. Donc on voit toujours ce fameux décalage et on l'évoque souvent, il y a vraiment un morcellement, je sais pas si ça se dit, morcellement. Si. Oui, ça peut se dire. Ouais. Ouais, ça peut se dire. Un morcellement chez Android qu'on retrouve quand même beaucoup moins chez iOS.
Ce que je trouve plutôt, même je pense aux développeurs en particulier, c'est quand même important de savoir qu'il y a une grosse majorité des gens qui suivent bien les mises à jour. Les grandes marques de la tech profitent de l'année de crise, des confinements. Samsung se dirige vers des bénéfices en hausse de 44% grâce aux ventes de smartphones et à l'électroménager. Tant mieux pour le Coréen qui a eu des trimestres difficiles jusque-là. 44%, c'est pas mal, Elie, hein? Et oui, mais c'est l'effet confinement. Hein. Donc quand tu es à la maison, tu fais quoi? Tu te connectes, tu prends un smartphone, et puis tu passes l'aspirateur, et tu fais la cuisine, et donc voilà, t'es confiné. Ben oui. Et tu dépenses tes sous sur des sites de e-commerce. Voilà. Et oui. Ou sur mcs.fr. Et oui. Mais Par là, il faut exemple. venir nous voir. C'est ça. Et puis François, des nouveaux badges. Je suis déçu, pour moi, t'aurais dû le mettre. Pour moi, c'était la news de la semaine. Ça aurait dû Oui, être en je premier sais, dans je sais. Tu l'as pas fait, je suis très déçu. Donc, comme On tous parle les ans, nous d'activité allons... sur Apple Watch, évidemment. Oui, on va avoir le droit à deux nouveaux badges. Le badge pour la journée de la Terre, comme d'habitude. Donc, il faudra faire une demi-heure d'exercice le 22 avril. Et le 29, il y aura la journée internationale du challenge de la danse. Ça doit être la journée internationale de la danse. C'est une super grande nouvelle que j'ai appris ce jour-là. Ça existe. Comme quoi, il y a bien des journées de tout. On Et veut voir donc, il tes faudra badges, faire... hein. Ouais, pour avoir les badges. On voudra aller voir les badges. hein. Ouais, mais je pense que pour la danse, je vais passer mon tour. Il faudra faire 20 minutes de danse le 29 avril. En tutu, en tuturo, s'il te plaît. Attends, on va en parler à ta compagne. Je suis sûr qu'elle Voilà. va te motiver. Ouais, c'est ça. Je suis pas convaincu, mais c'est pas grave. Attends, Voilà, on va c'était les l'appeler, petites actus. t'inquiète. Mais on dit ça, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai que c'est toujours un petit challenge sympa. Et quand on voit le nombre de personnes qui partagent sur Twitter le fait d'avoir réussi à avoir le nouveau badge de tel truc, je me dis que ça a au moins un avantage et que ça permet aux gens de sortir et de faire des exercices physiques. Carrément. Bon, merci les garçons. On marque une courte pause et on va parler rumeurs cette fois-ci. Les rumeurs de la semaine, François, l'iPad mini 6. Il y a encore eu un mock-up qui est sorti, voilà, ça arrive petit à petit, on s'oriente quand même de plus en plus vers un modèle sur le même schéma que l'iPad Air qui est sorti au mois de septembre. La question c'est Face ID, Touch ID comme l'iPad Air, à mon avis je maintiens du Touch ID comme l'iPad Air. Maintenant on l'attend quoi, et ce serait bien qu'il arrive quand même. Oh oui. Ouais. Tu as quoi comme matériel Apple, Cédric, toi ? Alors, moi, j'ai une Apple Watch, un iPhone SE2, un MacBook Air M1, un iPad plus tout jeune, je crois que c'est la 5e génération, mais il fonctionne encore très très bien, un Mac Mini, et voilà, j'ai dû faire le tour. Pas mal. Pas mal. Tu n'as jamais eu d'iPad mini ? Alors l'iPad Mini, non, je trouve pour mon utilisation l'écran trop petit, mais j'ai dans mon entourage et mes amis des gens qui l'utilisent, et ils en sont parfaitement satisfaits. Donc je pense que c'est vraiment un appareil qui, si on sait l'utiliser et si les besoins sont bien remplis, c'est un formidable appareil. Oui. Ouais, qui a son public, c'est sûr. Oui, exactement. Moi, c'est le seul iPad que j'ai, par exemple. C'est un iPad mini. Une rumeur qui va faire plaisir à Jean-Christophe, qu'on embrasse. Et à François. Et à François. En tout cas, une rumeur qui tendrait à le rassurer, parce que je sais que le contraire l'affligerait. La prochaine gamme d'iMac, vous savez, celle dont on parle, à processeur Apple, inclurait un modèle dont l'écran serait beaucoup plus grand que le 27 pouces actuel. C'est ce que croit savoir Love to Dream, un leaker chinois, alors, qui a été très actif, mais qui apparemment a pris sa retraite, la retraite des fuites. On en parlait avec toi, François. Ce leaker évoque un écran, je cite, vraiment grand et plus grand que le plus grand des modèles actuels. Est-ce que vous voulez la taille? Oui. Car je peux vous communiquer la taille si vous voulez. Oui. Alors vas-y, ouais. En fait, et ça vient pas de lui en particulier, mais ce qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est que les deux modèles d'iMac qui sortiraient seraient un 24 pouces, Apple en a déjà eu un, qui était plutôt le haut de gamme, et que le grand modèle ne serait pas un 30 pouces comme on a dit ici, mais un 32 pouces. Et un 32, c'est plus grand que l'écran XDR Apple, et ça serait effectivement le plus grand si c'est le cas. Donc un iMac 32,
Ça le fait, hein. J'achète. Ça devient pas mal, ouais. Bon, dans un deuxième tweet, le fameux Love to Dream recommande néanmoins de ne pas surinterpréter son message. On va rappeler qu'au mois de janvier, 2 noms de code avaient fait surface, J456 et J457, pour ce qui serait donc 2 nouveaux modèles dont le design reprendrait celui du Pro Display XDR, le super écran du Mac Pro. Allez, on se retrouve dans un instant avec Cédric Rosin pour parler de la chaîne Twitch de Format Mac. Ça ouvre samedi et si vous voulez démarrer avec du code, eh ben, c'est pour vous. À tout de suite. Se former au code Apple sur Twitch avec Format Mac et avec toi Cédric. Très heureux que tu sois avec nous pour cet épisode 33 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. C'est donc samedi, après-demain, que tu lances la chaîne Twitch de Format Mac, une chaîne dédiée à l'apprentissage du code, et donc ça veut dire du développement sur plateforme Apple. Raconte-nous le projet, l'idée, comment elle est venue, pourquoi, pour qui, on veut tout savoir. D'accord. Alors en fait, tout est parti du premier confinement en France en mars 2020. J'ai eu beaucoup de temps et j'ai eu mon fils aussi qui s'est retrouvé au lycée distanciel. Et au début, tout n'était pas parfait et il manquait un petit peu de contenu, notamment en technologie. Et je lui ai dit, bien, pourquoi pas se lancer sur Swift Playgrounds, qui est une application proposée par Apple pour apprendre le code. Il faut savoir qu'en France, le code maintenant est enseigné dans la rubrique technologie. Et je me suis dit, comme il débutait justement cette matière-là, je me suis dit, autant en profiter et de voir les outils qu'Apple proposait. Donc on a démarré tous les deux ensemble sur ça. Ouais. Et ça veut dire que ce que tu lances donc samedi, cette chaîne Twitch, elle est dédiée, elle est pour les enfants, pour les jeunes ou pas seulement ? Alors non, elle s'adresse vraiment, pas forcément, elle s'adresse vraiment à un public très large, c'est les personnes qui veulent découvrir le code sur la plateforme Apple. Donc ça peut être, normalement c'est à partir de 11 ans, c'est ce que préconise Apple, mais on peut très bien aller sur d'autres âges, plus ou moins élevés, ça peut être de jeunes adultes, ça peut être des enfants, des adolescents, des personnes qui sont à la retraite qui veulent découvrir ce domaine informatique. C'est vraiment très très vaste, ça s'adresse à vraiment à un public très large. Alors, du côté contenu, qu'est-ce que tu as prévu ? Comment ça va s'organiser ? À quel rythme ? Quelle durée ? Comment tu vois ce premier live de samedi ? Alors en fait, déjà, le contenu sera en français. Alors c'est tout bête, mais même s'il faut avoir quand même des bases en anglais pour la programmation en général, quel que soit le langage de code qu'on utilise, moi ce que je veux en fait, c'est mettre le pied à l'étrier aux personnes en commençant par du contenu en français, même si, je le répète, il faut quand même un peu de base en anglais, et ensuite progresser au fur et à mesure, acquérir de la réflexion, acquérir des données techniques qui permettent ensuite d'aller plus loin et d'aller vers le développement sous Xcode, qui est en fait l'application fournie par Apple. Ça, c'est vraiment il faut que tu démarres avec des utilisateurs qui ont un iPad, je suppose. Un iPad ou un Mac. Ou un Mac, d'accord, oui, ok, bien sûr. Ouais, parce qu'en fait, maintenant, à partir de 10.15, Swift Playgrounds est disponible sur les Mac. Donc c'est ça aussi, j'attendais un petit peu, le fait que ce soit que sur iPad. Je reconnais que ça a été un petit peu un frein au niveau de ce projet-là, puisque ça restreint quand même pas mal les personnes qui en auraient un. Et Apple ensuite, à partir de macOS 10.15 Catalina, propose Swift Playgrounds sur les Mac. Donc ça élargit le public. Ça permet aussi d'avoir Twitch de manière plus simple, avec 2 fenêtres sur un écran de Mac. Même sur un iPad, ça reste quand même fonctionnel. L'avantage de Twitch aussi, c'est que c'est des lives. On a un chat, on peut interagir, répondre aux questions, adapter le contenu, même si moi, de mon côté, j'ai préparé avec ce que propose Apple des livres à télécharger gratuitement. Swift Playgrounds est livré gratuitement sur les Mac. On peut le télécharger gratuitement sur les iPads. Bref, tout le contenu est gratuit. Avoir un compte Twitch, c'est gratuit aussi. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est d'avoir le contenu en français et cette interaction avec les personnes qui vont venir découvrir les lives. Comment ça va se présenter le premier live de samedi ? Ça va être une intro et le premier vrai cours, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, sera la fois d'après, ou tu veux entrer directement dans le vif du sujet samedi ?
Eh ben, voilà l'un des avantages de Twitch, c'est que moi, j'ai préparé des présentations, je vais découvrir les personnes qui vont se connecter, faire connaissance avec ces personnes aussi, c'est très important de savoir ce que font les viewers, d'où est-ce qu'ils viennent, quelles sont leurs attentes. Donc, j'ai préparé du contenu avec plusieurs présentations keynote, j'ai prévu un quiz, et après, éventuellement, si les personnes estiment ou souhaitent qu'on commence à préparer le cours de la prochaine fois, et ben c'est quelque chose. On n'est pas sur une émission de télé qui va durer 1 heure. C'est-à-dire que moi j'ai prévu une certaine durée, un certain contenu. J'ai d'autres choses à proposer. Je peux en direct le proposer aux personnes qui suivent. Et du coup, peut-être qu'on commencera à préparer, par exemple, comment télécharger les livres sur Apple Books, comment utiliser Playgrounds, qu'est-ce qu'il faut télécharger au début. Et ensuite, après, on partira sur le premier cours, soit cette fois-ci, soit dans 15 jours. Les émissions, c'est le samedi, tous les 15 jours, à partir de 14h30 sur la chaîne Twitch. Pas mal. Tu penses que ça va durer combien de temps chaque fois? Tu te dis que ça va durer une demi-heure? J'ai aucune idée. Une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures Alors en fait, moi, de mon expérience de formateur, généralement au bout d'1 heure, c'est déjà pas mal de formation pure. Mais on peut commencer par exemple sur Twitch, sur ce qu'on appelle du just chatting, c'est-à-dire que les personnes viennent, je commence à 14h30, mais peut-être que le cours ne commencera qu'à 15h. Il suffit qu'on discute, peut-être qu'on va revenir sur des questions sur le cours précédent, peut-être qu'il y a des personnes qui vont me dire « mais oui, peut-être que ce contenu-là pourrait intéresser les viewers, qu'est-ce qu'on en pense ?» On peut lancer directement un petit questionnaire, on peut lancer un sondage, on en parle, et du coup après on peut lancer le cours de manière simple et ludique par la suite. Il n'y a pas vraiment de critères purs, en fait. C'est quoi les conditions pour suivre le live, Cédric? C'est payant, c'est gratuit Donc, tout est gratuit. Les livres à télécharger sur l'Apple Books sont gratuits. Swift Playgrounds, si on ne l'a pas, c'est gratuit. On peut directement aller sur le site internet twitch.fr/formamac. On arrive directement sur la chaîne. Donc, on peut regarder la chaîne simplement. Si on veut interagir sur le chat, il faudra créer un compte Twitch qui lui aussi est gratuit. Donc c'est génial. Donc c'est un vrai plus pour ceux qui ont envie de s'y mettre parce que c'est cadeau. Alors c'est cadeau. C'est quoi ton intérêt à toi, Cédric? Ben, mon intérêt à moi, c'est que moi j'aime partager des connaissances, le savoir-faire. Moi, je suis en train d'apprendre Xcode. J'y rencontre pas mal de difficultés, d'une part parce que c'est en anglais. Je suis pas très très bon en anglais, mais après les termes techniques, ils sont acquis. J'ai eu plusieurs écueils qui m'ont fait un petit peu ralentir dans ma progression. Le fait d'être tout seul aussi, même s'il y a des chats, même s'il y a Reddit, même s'il y a du contenu en anglais sur YouTube, je veux bien tout ça, mais ça ne répond pas en tout cas, ça répondait pas à mes besoins en termes de formation de programmation et de code sur la plateforme Apple. Et je me suis dit, eh bien voilà, maintenant j'ai un peu d'expérience, j'ai du contenu, je l'ai déjà travaillé plusieurs fois, pourquoi ne pas le proposer au grand public? Tu considères ça comme une formation à part entière? Pas vraiment. Non. C'est vraiment le fait, c'est de créer une communauté, d'apprendre ensemble et de progresser ensemble. C'est pas une formation, je suis pas développeur professionnel. Je suis pas là pour faire un cours en disant bah bonjour, il est 14h30, je vais faire mon heure, si vous avez des questions, pas de questions, voilà, merci, à dans 15 jours. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je souhaite proposer. C'est vraiment, je veux qu'il y ait une interaction, qu'il y ait une émulsion entre les personnes qui participent et moi qui fais mon live. Je vais apprendre autant d'eux que eux vont apprendre de moi. Il y a un échange. Et le fait de le faire sur Twitch en direct, même si au niveau technique ça peut être un peu compliqué, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, comme ce que je fais en formation, soit dans les centres de formation, soit c'est chez les particuliers. Ah, tu viens de dire que ça pouvait être compliqué techniquement, par exemple. Qu'est-ce qui peut être compliqué? Alors Twitch, en fait, il faut savoir que on a des applications, mais ça reste quand même ce qu'il faut, en fait, en grosso modo, c'est un studio d'enregistrement. Il faut un micro de qualité, 2-3 écrans, un ordinateur qui tienne la route, une connexion Internet qui tienne la route, minimum la fibre. Et ensuite, après, tout ce niveau technique-là, il faut l'assembler et le régler proprement au niveau des éclairages, du son, du débit vidéo. Bah, en fait, c'est un peu les problèmes qu'on a nous, hein, quand... Exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que ça me rappelait quelque chose, c'est pour ça que je te posais la question. Donc c'est quelque chose qu'on apprend en fait. Moi je regarde beaucoup de streams,
Je me renseigne beaucoup, j'ai fait plusieurs essais, j'ai une salle dédiée pour ça, par exemple. J'ai la chance d'avoir une pièce de streaming. Et donc ensuite, après, il faut l'aménager, il faut la décorer, il faut la préparer. Voilà, tout ce côté technique un petit peu qui est propre à Twitch, on va dire. Mais ça veut dire que tu vas peut-être du coup attirer et fédérer des développeurs iOS qui sont beaucoup plus pointus que toi sur le sujet, qui pourront aussi sûr. apporter quelque chose. Ouais. Oui, notamment, j'ai Ça, prévu des interviews avec justement des développeurs qui sont, eux, c'est leur métier, avec qui je vais faire une interview et qui va permettre en fait de découvrir le métier de développeur avec des questions. Les classiques, j'ai préparé quelques petites questions parce que je veux quand même que ce soit simple et ludique. Mais voilà, le principe, c'est de présenter le produit. Il y aura aussi des ateliers découvertes. Il y aura peut-être comme Twitch, c'est grosso modo du jeu vidéo. Eh bien, il y a des jeux vidéo sur le hacking et sur le codage en français. Ouais. Donc ça peut être un renouvellement de contenu à ce niveau-là. C'est pour ça que c'est pas une formation à proprement parler. On va apprendre, ça c'est sûr. On va suivre ce qu'Apple nous propose avec le programme Le Code à la portée de tous. Mais je vais apporter ma patte et je vais apporter mon contenu supplémentaire. Bon, et tu serais content avec quelle audience, enfin, tu vois, est-ce que tu as un objectif en tête? Est-ce que... Alors l'objectif avec les conditions sanitaires actuelles font que mon métier, en tout cas de mon côté, pour aller chez les gens et dans les centres de formation, c'est compliqué. Donc ça reste en fait un objectif de progression au niveau professionnel. Le but du jeu, c'est clairement voilà d'au moins de générer des revenus avec Twitch. Alors explique-moi, c'est quoi de quelle manière? Alors en fait, chez Twitch, il y a 2 stades, on va dire. Il y a les affiliés et les partenaires. Donc il y a plusieurs critères à respecter, notamment une certaine fréquence de streaming, un nombre de viewers et un nombre de personnes qui suivent en fait l'émission, donc qui mettent un petit cœur et qui permettent ensuite d'avoir des notifications comme les abonnés sur YouTube. Ensuite, en récupérant ces critères-là, on accède à d'autres fonctions sur Twitch, notamment la possibilité aux personnes de s'abonner suivant 3 niveaux. Donc il y a plusieurs niveaux. Le premier commence à 4,99 €. Donc on s'abonne à une chaîne, comme on s'abonne à Canal+. Et le principe aussi de passer des publicités plus ou moins importantes, c'est le streamer qui vérifie ça. Et ensuite, après, pouvoir faire des OP, se faire connaître, etc., etc. Donc tu veux monter en puissance, c'est ça? Là, de toute façon, au début, c'est que je veux voir est-ce que ce concept plaît, est-ce que ce concept peut fédérer, est-ce que ce concept a de l'avenir. Ensuite, après, par exemple, je suis sur une fréquence de 15 jours, peut-être que je passerai toutes les semaines. Si la communauté estime que, effectivement, tous les 15 jours, nous, c'est un petit peu trop long, en fait, on a largement le temps de finir les exercices, peut-être que la fréquence va augmenter. Il y a une montée en puissance qui est prévue. Ça peut être tous les week-ends. Ouais. Twitch, en fait, même au niveau Twitch, ça ne suffirait pas. Pour rien de vous cacher, les critères sont assez élevés. Il faut streamer de manière importante. Enfin, moi, je trouve de manière importante. Mais ça peut se faire par exemple, on peut suivre la WWDC en live, avec une interaction. On peut préparer l'heure du code. Il y a aussi la semaine européenne du code. Voilà, il y a plein d'opportunités qui permettent. Ils bloqueraient pas le live comme fait YouTube, parce que YouTube, tu peux pas. Hein. Sinon. Alors en fait, on le diffuserait pas, mais on pourrait interagir. C'est comme ceux en fait qui commentent des matchs de foot ou des matchs, des matchs ou des jeux vidéo qui n'ont pas les droits. Voilà, Yoann Ryu, si tu nous regardes. C'est ça, exactement. Mais il y a des personnes par exemple qui commentent les grands prix de F1. Ouais. Donc ils n'ont pas les droits, donc ils font des timers, ils font 3, 2, 1, hop, pour que tout le monde ait la même image, à peu de choses près bien sûr. Et ensuite ils commentent. Et là, justement, on apporte la patte de l'animateur, on apporte son contenu, et c'est ça, en fait, qui devrait aussi fédérer les abonnés, les viewers. Excellent. Bon, je t'ai pas demandé, Cédric, de nous dire qui tu es, mais en un mot quand même, parce que Format Mac, donc dans la Sarthe. Oui. Comment t'es venu à l'univers Apple et comment tu es venu à faire ce que tu fais, c'est-à-dire de la formation, de la vraie pour le coup, et du service autour de toi dans ta région? Ouais, alors moi j'ai commencé dans les années 90 avec un Performa sur Mac. J'ai ensuite acheté mon petit iMac 350 Indigo, que j'ai toujours, qui a vraiment été une révélation pour moi.
J'ai travaillé ensuite dans un APR, dans la Sarthe. Et ensuite, après, vu que j'avais un carnet d'adresses, j'ai demandé à mes clients, si moi je créais ma structure en tant qu'auto-entrepreneur, est-ce que vous seriez prêt à me suivre et à continuer à travailler avec moi? La majorité ont dit oui, et puis maintenant, ça fait plus de 10 ans, puisque ça a commencé en avril 2010, où j'ai créé Formamac, qui est une auto-entreprise. Bon génial Cédric, écoute, bravo pour l'initiative, j'espère que tu auras plein de novices, plein de débutants en code qui verront dans le lancement de ta chaîne le moyen de s'y mettre et de dédramatiser un sujet qui peut peut-être faire peur exactement. à première approche. Oui, c'est exactement ça, faut pas hésiter à venir, le contenu il va changer, faut pas hésiter à venir parce qu'il y a de l'interaction, que tout le monde sera au niveau, qu'il n'y a pas de raison de pas progresser, en tout cas de pas s'y intéresser. Comment on fait pour te trouver, la bonne adresse samedi à 14h30 ? Alors on va sur le site internet twitch.fr, sinon il y a l'application sur iPhone et iPad, et dans le moteur de recherche on tape Formamac, sans apostrophe, sans arrobase, tout en minuscule, tout attaché, et on tombe directement sur ma chaîne. Génial. On y sera. Merci Cédric. Et merci beaucoup. Tu restes évidemment avec nous pour la suite et la fin de cet épisode d'iWeek. Dans un instant, on parle domotique, ma maison connectée, avec toi François. À tout de suite. Ma maison connectée, le rendez-vous domotique avec toi François. Cette semaine, tu as reçu et tu as testé un ruban LED vraiment pas cher. Oui, comme je le disais en début d'émission, je lorgnais dessus depuis quelque temps quand j'ai vu sur AliExpress qu'il y avait un ruban LED qui valait 10 €. Je me suis dit, ruban LED à 10 €, on en trouve des modèles à 4-5 € sans problème sur AliExpress, mais là la spécificité c'est qu'il est Wi-Fi et qu'il est compatible surtout avec HomeKit. Et c'est vrai que comme on a eu l'occasion de le dire un certain nombre de fois, souvent les éclairages HomeKit sont quand même beaucoup plus chers que les éclairages... on va dire classique Wi-Fi. Donc là, comme je le disais, moi j'ai commandé un ruban de 2 mètres qui m'a coûté 13 €. Donc ça fait vraiment pas cher du tout. Donc je l'ai commandé sur AliExpress, déjà il a mis à peine 15 jours à venir, donc ce qui est plutôt rapide. Ça vient directement de Chine, donc ça veut dire que voilà, il devait pas être sur le cargo bloqué dans le canal de Suez sans doute, ce qui est plutôt positif. C'est justement c'était le cargo qui bloquait tout en fait, je pense. C'est ça, c'est peut-être ça, ouais. Ils ont fini par le débloquer. Donc la petite spécificité des produits souvent qui viennent d'AliExpress, évidemment, c'est que on va dire que le fond y est, mais pas la forme, c'est-à-dire que il y avait même pas de carton, c'était enroulé directement dans une enveloppe papier à bulles, excusez-moi, il y a Siri qui se réveille, directement enveloppé dans du papier à bulles, il y avait dans un petit sachet une partie des accessoires, dans un autre une autre, enfin ça fait vraiment cheap quoi, c'est vraiment en mode AliExpress quoi. T'avais pas un petit peu de Covid avec aussi? Je sais pas, j'ai pas vérifié, je ne crois pas, mais ça peut. Bon François, donc le packaging un peu cheap. Ouais, complètement cheap, mais bon après le produit à l'intérieur il est plutôt bien présenté, donc on a un ruban de 2 mètres qui est dans un enrouleur, plastique hein, évidemment, on a le droit à une jolie prise Union Européenne, fort heureusement, donc faites attention si vous le commandez sur AliExpress, vous avez les deux types de prises, hein, US et UE, donc il faut bien prendre la bonne. On a un petit boîtier en fait qui est à brancher, qui relie les deux, c'est-à-dire qu'on a le ruban LED d'un côté, et puis de l'autre côté on a la prise secteur, donc ça fait la liaison entre les deux. Ça indique évidemment que c'est une puce Wi-Fi à l'intérieur. Et puis bonus, il y a une super télécommande qui fait vraiment produit chinois. Vous savez les belles télécommandes blanches en plastique, en fait, qui peut éventuellement piloter le ruban. Mais maintenant, moi, l'intérêt évidemment, la télécommande elle va me servir à rien. On a l'avantage évidemment, comme tout ruban LED qui se respecte, on a un joli scotch double face à l'arrière qui permet de le scotcher où on veut. Et le petit côté sympa aussi, c'est que directement intégré au bout du ruban, vous avez une petite prise, et en fait ça vous permet de chaîner plusieurs rubans, les uns derrière les autres. Donc si par exemple vous avez besoin de 6 mètres, vous pouvez acheter 2 rubans de 3 mètres, vous les mettez l'un derrière l'autre, et ça fonctionne. Alors je sais pas jusqu'à combien de mètres on peut aller, hein. Ouais. Sur le site d'AliExpress, ils montrent carrément des longueurs d'éclairage de 15-30 mètres. Je sais pas jusqu'où on peut aller, mais sans doute assez loin, je pense. Bon, j'ai pas précisé que c'était un ruban HomeKit, hein, mais évidemment vous l'avez compris, parce que c'est dans ma maison connectée, donc tu vas, j'imagine, nous en parler, mais on en est au stade de l'installation, François. Comment ça marche une fois qu'on l'a installé ? Alors déjà, le côté positif, c'est qu'il y a un joli mode d'emploi avec.
Et le mode d'emploi m'a servi, hein. J'étais bête et discipliné. J'ai pris le mode d'emploi. La première chose, c'est qu'il faut télécharger une application propriétaire. Alors ça déjà, ça fait un peu suer, ça veut dire une application de plus sur l'iPhone. Mais bon, 10 € le ruban, je le rappelle. Donc je suis prêt à installer une application qui me paraît être en chinois sur le store. Donc les applications chinois installées sur l'iPhone, moi j'ai toujours un petit doute. Mais bah pas le choix, si je veux le faire fonctionner, j'installe l'application. Coup de bol, elle est en anglais. Donc déjà c'est positif. I speak English very well. Donc du coup ça a été relativement simple. Il faut en fait rajouter le ruban. Il faut juste faire attention à une chose, et c'est bien spécifié dans la notice, c'est qu'il faut absolument avoir un réseau propre en 2,4 GHz. On a eu l'occasion de le dire un certain nombre de fois ici. Souvent on distingue deux types de réseaux Wi-Fi, le 2,4 et le 5 GHz. Par défaut, votre box internet, je pense à la Livebox par exemple, vous fait un réseau qui cumule les deux. C'est-à-dire que le périphérique va se connecter au réseau auquel il est capable d'accéder. Mais souvent, ce qui se passe avec ces produits-là, c'est qu'il faut obligatoirement que les deux réseaux soient scindés. Donc il faut cocher l'option en disant à votre box internet, mets-moi le 2.4 d'un côté et le 5 de l'autre. Ce qui fait que ça vous fait deux réseaux Wi-Fi. Donc vous devez connecter votre iPhone ou votre iPad, ça fonctionne sur iPad, au réseau 2.4. Une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à cliquer sur le petit plus et à rajouter le ruban. Donc vous sélectionnez le type de ruban, vous rentrez le mot de passe dans l'application. Donc toujours pareil, je sais pas ce qui est devenu mon mot de passe, peut-être que dans quelques mois on dira qu'il y a eu grandes données qui ont été piratées. Bon, je prends le risque, j'assume, 10 €, je reviens toujours à la même chose. Le ruban va clignoter et il est pas actif en HomeKit directement. En fait, il y a une petite option à cocher. Une fois que vous avez coché l'option HomeKit, vous pouvez lancer l'application maison sur l'iPhone, cliquer sur le petit plus, et là, bah, logiquement, classiquement, qu'est-ce qu'on fait, Ellie, après avoir cliqué sur le petit plus, sur l'application maison? On scanne le code. On scanne le code, sauf que là, il n'y a pas de code sur la boîte. Il faut cliquer sur l'autre option. En fait, vous avez une option sur HomeKit qui dit soit vous scannez le QR code, soit l'appareil n'a pas de code. Vous cliquez sur cette option-là, et là, en fait, l'appareil est détecté directement par le réseau. Et là, à ce moment-là, il va nous sortir un joli message qui dit « Attention, le périphérique que vous essayez de brancher contient des composants qui ne sont pas sécurisés. » Bon, d'accord, ok, c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière. Ouais. Pas rassurant, bah tant pis, moi j'y vais. Donc à vos risques et périls, évidemment, si vous le faites chez vous, venez pas me reprocher après d'avoir été piraté. Non, mais Apple dit ça pour toutes les applis non standards. Il le dit par exemple pour toutes les applis free qu'on met... sur Homebridge, ouais. Mais du coup, vous mettez le code HomeKit qui est très compliqué à retenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'espère que vous le retiendrez. Et ensuite, la démarche... il faut retenir de ne pas mettre le 9, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. De toute façon, il n'y a que 8 chiffres, donc c'est relativement simple. Et derrière, c'est comme n'importe quel produit HomeKit, vous lui indiquez la pièce, et c'est parti. Bon, c'est un peu compliqué pour un banal ruban LED, François, non ? Ah oui, ça c'est clair, vous avez vu. Bon, alors maintenant j'ai découvert, l'application est téléchargée, je serai beaucoup plus réactif et beaucoup plus rapide la prochaine fois. Maintenant, je l'ai installé, j'ai testé, je trouve qu'il fonctionne relativement bien. Alors je me suis amusé, ma compagne s'est moquée de moi, je me suis amusé à mesurer l'espace qu'il y a entre les différents éclairages LED. Parce qu'à la maison, j'ai un ruban U et un ruban QGeek. Et en fait, étonnamment, c'est le ruban Philips qui a l'espace le plus grand entre les LED. Il y a 5 cm, alors que sur le ruban QGeek et le ruban du coup que j'ai commandé d'une marque inconnue au bataillon, je sais même pas la marque du produit en fait, pour dire les choses très clairement, c'est 3 cm. Donc après sur l'intensité, je sais pas l'intensité lumineuse, mais ça reste assez semblable à des produits plus chers. Je le rappelle, quand même 4-5 fois voire plus cher. Vous pouvez mettre plein de couleurs. Comme les ampoules Philips, vous pouvez paramétrer la couleur que vous voulez. Ça a l'air de plutôt bien fonctionner avec HomeKit. Voilà, le seul conseil, comme d'habitude avec les rubans LED, c'est vraiment utiliser comme des sources d'éclairage indirectes. Ça peut être collé derrière un meuble télé, ça peut être collé, moi j'en ai mis un derrière la tête de lit vu qu'elle est décalée du mur. Sur les exemples qu'on voit, il y a des corniches au niveau d'une cuisine, et donc du coup il y a 15 cm ou même à la limite sur un dessous de plan de travail, pour éclairer vers le bas. Mais il faut vraiment pas le voir comme une source principale que vous allez avoir en face de vous, parce qu'avec l'espace entre les stries de LED, ça se voit quand c'est face à vous. Maintenant, clairement, pour 10-15 €, je le rappelle, 25 € le ruban de 15 mètres, c'est vraiment pas cher du tout. Vous avez moyen de le découper, vous avez moyen de faire plus. Je recommande clairement, j'ai été très très agréablement surpris par ce produit, et j'hésiterai pas le jour où j'aurai une plus grande maison à en mettre dans plus d'endroits qu'actuellement dans mon petit appartement. Et donc, comment on le trouve ce ruban si tu connais pas la marque ?
Et ben en fait c'est simple, vous allez sur AliExpress, vous tapez ruban LED HomeKit et vous allez le trouver. Si vous avez un doute, je mettrai le lien sur le Twitter de l'émission. Voilà, si vous avez envie de tester la domotique, que vous avez chez vous un HomePod mini par exemple, que vous n'avez pas envie d'acheter du Philips ou autres qui sont assez chers, voilà, ça peut être l'occasion de tester pour 15 €, voir si ça a un intérêt pour vous ou pas. C'est vrai que vous n'allez pas vous ruiner. Cédric, est-ce que tu es utilisateur d'abord de produits HomeKit ou pas du tout? Pas du tout. Ah, Non, je suis pas client de ce type de produit. il y en a des choses que tu pourrais faire chez toi. Ouais, bah du coup, le petit ruban LED pour mon studio Twitch, je le garde en réserve. Je prendrai voilà, le bien volontiers. Exactement. Et ben voilà, Et sur Twitter, le Twitter d'iWeek, @iWeekNews, avec le hashtag iWeek, LSA comme la semaine Apple. Allez, on se retrouve dans 3 secondes pour le test de la semaine. Encore une caméra connectée à moins de 50 €. À tout de suite. Le test de la semaine, c'est avec toi Ellie dans iWeek, la semaine Apple, le podcast. Elle s'appelle Opto. Yes. Tu l'as essayé, c'est Oui. une caméra HomeKit, attention, Secure Vidéo. Que oui. Et en plus, elle n'est pas chère. Mais est-ce qu'elle en vaut la peine? Bah oui. Alors, d'abord, je vais désactiver le fond parce que sinon, vous ne verrez pas ce qui se passe. Voilà. Donc, voici la boîte. Alors, pour The ceux box. d'entre vous qui nous regardent sur YouTube, puisque la version vidéo de ce podcast est désormais disponible gratuitement sur YouTube, on voit la boîte de cette vidéo. Avec qui une s'appelle caméra donc- qui ressemble à celle qu'on a pu voir chez les autres fabricants. Donc, elle est blanche, elle pivote. Alors, je vois pas marqué Opto sur la boîte. Pas du tout même. C'est le nom de la caméra. Il y a marqué ici VC1, c'est le nom de code, et ensuite Opto. Ah d'accord, ok. Et la marque, c'est Vocalink. Vocalink. Marque qu'on C'est une connaît marque. déjà dans l'émission parce qu'ils font un diffuseur d'arômes dont on a parlé et d'autres produits dont on parlera aussi un peu plus tard. Donc la boîte est vert et blanc. Je ne sais pas si c'est un code imposé par Apple puisque c'est la même chose qu'on voit sur des produits Eve par exemple ou d'autres fabricants. Souvent, et Vocalink en tout cas c'est vert et blanc, il y a une petite photo à l'arrière qui montre qu'on l'utilise sous HomeKit effectivement, hein, donc, puisque c'est l'application maison. Et donc ça c'est la première chose. Ensuite la caméra peut-être elle-même. on peut peut-être la décrire visuellement pour ceux Oui, qui n'ont bien pas sûr. l'image, Donc, Ellie. c'est une caméra blanche qui pose sur une base avec un objectif noir et elle tourne sur elle-même et elle tourne verticalement et horizontalement. Donc, elle est assez classique. Elle ressemble vraiment à toutes les autres. Il n'y a pas d'antenne qui dépasse. Elle est très sobre. Bon, donc il n'y a rien à dire de spécial, à tel point d'ailleurs que je ne l'ai même pas physiquement pour vous la montrer là, parce que je l'ai connectée pour que vous puissiez voir le résultat. Or, la connecter lorsqu'on est ici, c'est un peu compliqué, donc du coup, je l'ai laissé exprès à MCS, et on va tenter la connexion à distance pour que vous voyez le résultat, entre Yes. autres, hein, mais c'est pas le truc principal. Alors, Et là, il y a un cambrioleur qui est rentré dans le magasin et Et voilà. Ne porte pas la poisse, oui. François. non, peut-être pas. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire un petit partage d'écran. Maintenant, vous avez l'habitude, pour que ceux qui ont la partie vidéo puissent le voir. Et évidemment, on va décrire comment ça se passe, le paramétrage et le unboxing. Il y a rien de spécial, hein. Donc là, on est sur le site. Donc là, du coup, ça permet, pour ceux qui ont la version vidéo, de voir la caméra en grand. Voilà à quoi elle ressemble, hein. Vous pouvez la voir de tous les côtés. Vous voyez, c'est assez sobre. Il y a un bouton derrière, il y a une connectique USB-C. Un petit bouton sur la gauche qui permet de faire un reset de la caméra. Et puis voilà, donc vous pouvez la voir. Il y a une base qui permet de la monter. Donc ça, on a l'habitude. Ouais, c'est un petit cylindre blanc Exactement. avec ça ressemble la énormément zone à la caméra EFI. du... Elle ouais, la zone ressemble du capteur est beaucoup. noire en revanche. Donc, Alors, il y a des petites différences d'ores et déjà par rapport à la UFI par exemple. Il n'y a pas d'emplacement prévu pour mettre une micro SD card, c'est-à-dire que pas de stockage en local. Donc tout est en streaming. Donc déjà ça c'est une différence à noter. Vous voyez sur la droite de l'écran pour ceux qui ont la version vidéo que le prix est indiqué à 47,99 € TTC. Donc 39,66 € hors taxe. Donc ça c'est la première chose. Ensuite en descendant, vous voyez au fur et à mesure, il vous dit qu'elle marche avec HomeKit, donc c'est bien une Et vous Opto. pouvez
Vous pouvez même la mettre à l'envers. Oui, on peut la coller sur une étagère à l'envers. Comme souvent les caméras, parce que généralement l'inclinaison vers le bas est limitée, donc suivant les cas, ils sont plutôt prévus pour être montés sur une étagère à l'envers, voire au plafond. Et donc ça vous explique que c'est une caméra 107 degrés en grand angle, qu'elle peut tourner jusqu'à 350 degrés horizontalement et 117 degrés verticalement. Donc il y a un capteur de 3 mégapixels, ce qui est quand même pas mal. Un détecteur de mouvement qui sert à déclencher d'autres accessoires. Donc, et vous allez voir, le détecteur de mouvement, c'est un des points dont je vais vous parler parce qu'il est un peu particulier. Bon, il y a un mode privacy, donc un mode vie privée, si vous voulez. Fait dodo. Qui ne marche a priori que dans l'application Vocalink, pas du tout dans l'application Home Maison, qui fait que quand vous appuyez ce que vous voyez à l'écran sur le bouton Privacy, ou vie privée en français, la caméra plonge vers le bas, reste allumée parce qu'on entend des bruits, mais en tout cas, vous ne voit pas ce que vous faites. Elle entend ce que vous faites, mais ne voit pas ce que vous faites. Il la déconnecte pas. Bon, alors, HomeKit Secure Video, c'est bien expliqué, et là, il vous dit la chose suivante. Alors, très bien, tout ça, il vous a dit, ça marche sur HomeKit, c'est parfait. Mais si vous voulez vraiment utiliser la caméra, il faut utiliser notre appli, parce que si vous n'utilisez pas notre appli, il y a plein de choses qui ne marchent pas. Et on commence à rentrer dans les limitations HomeKit d'aujourd'hui. Par exemple, la caméra ne permet pas de faire du pan tilt zoom, ce qui est quand même très bizarre. C'est-à-dire que la caméra, elle bouge, puisque c'est une caméra on vous a dit, qui tourne, qui monte, Motorisée. qui descend, etc. Sauf que sous l'application Home, elle le fait pas. Mais ça, la EFI le fait pas non plus. Donc, Elle le fait avec quoi alors si elle le fait pas avec l'application Vocalink. Celle que vous avez à l'écran. C'est l'appli pour la faire bouger. Exactement. C'est là où on touche une fois de plus aux limites d'HomeKit. Actuel. On l'a déjà dit quand on avait parlé de la EFI. Il y a du boulot de la part d'Apple. C'est très bien le côté sécurité, privacy, etc. Mais derrière, il y a des petites fonctionnalités toutes bêtes qui n'ont pas encore été implémentées dans HomeKit et c'est un vrai manque, surtout avec ce type de caméra, quoi. Voilà. Alors la première chose qu'il vous dit, c'est grâce à notre appli, vous pouvez mettre des routines, des temps de la journée pour la contrôler, vous pouvez la faire bouger, vous pouvez la passer en mode nuit, vous pouvez régler la partie micro, etc. Mais si vous l'utilisez sous HomeKit, vous avez la possibilité de stocker votre vidéo de façon totalement sécurisée, à condition que vous ayez un abonnement en kit 200 gigas. Sinon, niet. Donc, mais si jamais vous l'avez pas, ou un abonnement iCloud. il faut prendre un abonnement iCloud, oui. Ah oui, t'as dit, d'accord. T'as Oui. dit abonnement HomeKit. Excusez-moi, un abonnement iCloud, bien sûr. Mais c'était ma gaffe du jour, vous le savez. C'est ça, voilà. Je l'attendais. Donc après, dans les choses que fait évidemment HomeKit, vous avez la possibilité de faire reconnaître des personnes, voire des animaux, voire des véhicules. Il y a une reconnaissance du visage, mais petit bémol, mais ça c'est pas imputable encore une fois à Vocalink, la reconnaissance faciale ne marche que si l'ensemble de votre photothèque est sur iCloud. Sinon, il ne les reconnaît pas. Alors vous pouvez avoir toute une base de visages dans votre application photo localement, ce qui serait très pratique. Mais si vous n'acceptez pas que toutes vos photos soient sur iCloud, ça marche pas, parce qu'Apple ne veut pas. Et je trouve ça très dommage, encore une fois, d'avoir une reconnaissance des visages uniquement si toutes vos photos sont chez Apple. Bon, pourquoi Enfin bon, c'est comme ça. Parce que... Ouais, c'est comme ça. Donc, bon, ça c'était simplement je reviens à mes moutons, donc je désactive le partage. Je vais refaire un petit partage après, dans quelques secondes, mais ça sera différent. Donc, je reviens à moi. Et de quoi parlons-nous maintenant ? L'installation de la caméra. Donc, quand on ouvre la boîte, il y a un petit manuel, etc. Alors, j'ai voulu faire comme François. Je me suis dit, c'est une caméra HomeKit. Directement, on va la faire reconnaître sous HomeKit. Donc, ajouter un accessoire, scanner le code, car il y a un code cette fois-ci, et la caméra apparaît dans l'application Home. Donc, très bien, jusque-là. Maison en français. Ouais, mais, là, ce n'est pas la bonne version.
du logiciel car elle n'est pas livrée en dernière version du firmware. Et donc là, j'installe l'application Vocalink, puisque le manuel que j'avais lu, qui me disait, et je l'ai fait exprès, donc le manuel dit installez l'application Vocalink, faites reconnaître la caméra une fois que vous l'avez, faites la mise à jour, et puis après vous pourrez la rajouter dans l'application maison. Donc mon conseil pour tous ceux qui voudront acheter cette caméra pas cher, suivez le manuel, faites comme ils disent, parce que sinon c'est galère. Parce que donc je l'ai installée, mais elle l'avait déjà fait reconnaître par la maison. Donc je lui ai fait faire la mise à jour. Bon, déjà, elle a mis un certain temps, déjà pour le premier appairage. Et il y a une grosse différence, par exemple, avec un produit Yves, on en a parlé, il est vrai aussi qu'il y a une différence de prix, mais la reconnaissance d'un produit, chez Yves, c'est instantané. Là, ça a mis quand même, ils disent que ça peut prendre plusieurs minutes. Donc, la reconnaissance du Bluetooth, bon. Mais, au bout d'un moment, il me dit, je ne l'ai pas reconnue. Je dis, mais pourquoi? Elle est déjà dans maison, pourquoi tu ne l'as pas reconnue? Puisqu'elle est déjà là. Mais non. Alors, ils me disent, pas de problème, appuyez sur le bouton Reset pendant 10 secondes. Bon, ok. Donc, il reset la caméra. Là, il la reconnaît. Il me dit, bon, on va faire la mise à jour. Première tentative, au bout de quelques minutes, il dit, j'ai pas réussi à faire la mise à jour. Je dis, bon, débranchez la caméra. Je débranche la caméra, je la rebranche. Il me dit, la mise à jour est faite. Je dis, ah, ça c'est rapide du coup. Mais, il n'y avait pas d'image. donc je fais un reset. Pour une caméra, c'est embêtant. Donc, je fais un reset. Ayant fait le reset, elle était revenue en version 1.43. Il me dit, il faut faire la mise à jour en version 1.7.3. Je me dis, mais non, pourquoi? Mais pourquoi? Donc, je refais la mise à jour. Et là, il me dit, impossible de faire la mise à jour, votre caméra existe déjà dans HomeKit. Je fais, ah. Bon, ben donc je l'ai effacé. De partout, j'ai fait un reset total. Je l'ai effacé de Home et tout. Donc, j'ai suivi le manuel. Donc, conseil, suivez le manuel. Donc, je l'ai fait reconnaître. J'ai fait la mise à jour. Et une fois que la mise à jour est faite et que j'étais dans la bonne version, il y a un petit bouton HomeKit qui permet de le rajouter directement dans Maison. Ils ont fait le logo HomeKit, donc ça, c'est bien. Donc, si on le fait comme ça. Et du coup, là, elle marche. Mais alors, bon, du coup, il y a des petites limitations que je vais vous montrer en vidéo pour que vous compreniez le pourquoi du comment de la chose. Et pour ça, on va utiliser la merveilleuse application de partage de recopie d'écran. Hop. Et pour ça, je vais commencer à partager mon écran de l'iPhone comme on avait fait les autres fois. Recopie de l'écran. Il va reconnaître, j'espère. Ou peut-être pas. Si. L'application AnyTrans, que vous connaissez déjà. Du coup, allez, je vous refais un petit partage d'écran et vous allez voir. Allez, Jérôme Bonaldi. C'est du live. Moi, c'est vraiment du live. Donc, partagez l'écran. Tuc. On repasse. En live. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous voyez mon écran d'iPhone? Non. Non? Pourquoi? Démarrer le partage. Parce que je n'avais pas cliqué démarrer le partage. Excusez-le. Ah. Voilà. Magnifique. Très bien. Donc, du coup... Donc là, nous sommes dans ta maison. Oui, mais du coup, je passe. Et là, vous voyez Oh. MCS Nice et vous voyez une caméra avec une vue donc, qui est là. Bon, donc là, c'est très bien. Je peux cliquer dessus. Alors, si je le fais sur l'iPhone plutôt que sur l'écran, c'est mieux. Donc, elle se connecte. Donc là, vous avez une vue en temps réel de ce qui se passe. Pour l'instant, c'est éteint. Mais, comme je suis dans l'application maison, j'ai des prises. Donc, je peux, par exemple, allumer un peu de lumière parce que j'ai des lampes qui vont pouvoir s'allumer. Et donc, du coup, en revenant à l'application, normalement, il devrait y avoir un tout petit peu plus de lumière, espérons. Parce qu'en fait, c'est Petit juste... temps de latence. Non Voilà, donc Oh. La qualité a pas l'air mal. la On voit qualité le a l'air changement. bien et vous avez la possibilité du coup de passer en plein écran, bien sûr. Donc, hop, là, en principe, vous allez passer en plein écran. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, quand je bascule en plein écran, il n'a pas voulu. Donc, je reviens. Donc, pas de plein écran là, mais vous l'avez comme ça. Vous avez la possibilité de parler. En appuyant sur le bouton parler, vous pouvez parler. Si j'enlève le bouton mute, on entend normalement les bruits s'il y a des voitures qui passent dans la rue, des choses comme ça. Vous devriez pouvoir l'entendre, mais enfin, à cette heure-ci,
Et mes lumières Hue qui sont dans le magasin changent de couleur. Hein. Donc si vous voyez la lumière, la petite table qui est là changer de couleur, c'est normal parce qu'il y a un cycle automatique de démo avec les lumières qui changent. C'est comme ça que c'est réglé. Donc alors, sauf que là, à part faire un zoom dedans, je peux pas faire grand chose. C'est-à-dire que je peux pas vraiment la faire tourner, etc. Donc, mais ça, en tout cas, ça montre que ça fonctionne avec l'application maison. Et vous pouvez l'utiliser avec Siri en lui demandant de afficher la caméra, des choses comme ça. Donc là, jusque-là, il n'y a rien à dire. Et pour tous ceux qui veulent l'utiliser comme ça, elle est parfaite. Maintenant, passons à l'application VocoLink. Hop, l'application VocoLink. Elle arrive, vous cliquez sur la caméra, vous voyez la convivialité, il y a un petit rectangle avec la caméra, on peut cliquer dessus. Et là, il y a le bouton qui permet de la faire bouger. Donc, du coup... Oui, tu peux aller à gauche, à droite, en haut, en bas, pour le coup. Mais donc là, ça, c'est l'application. On peut... Vous avez le petit bouton Home sur la gauche qui permet de revenir à l'application Maison Apple. Vous pouvez... Moi, je pensais que le petit haut-parleur permettait de faire un mute. Mais non, ça permet de faire un mute manuel en cliquant sur le haut-parleur et en le ramenant sur la gauche. Donc, c'est un peu dommage. Le zoom, on ne peut pas cliquer, mais vous pouvez le faire manuellement. Vous voyez ? Donc, bon, pas mal. Et vous pouvez parler en appuyant... De 1x à 3. À 3 fois. Oui. Zoom 3 fois. Donc, voilà. Et puis après, vous avez la possibilité de configurer. Alors, ce qui est sympa, donc, bon, c'est assez simple comme configuration. C'est ce que vous avez à l'écran. Vous avez le nom de la caméra. Il vous dit quand est-ce qu'il a détecté du mouvement. Donc, vous avez quelque chose, mais vous ne pouvez pas changer l'échelle. Hein. Donc, il dit que la dernière personne qui l'a vu, c'était il y a 28 minutes. Et vous arrivez à événements de mouvement. Et là, vous avez la liste de tout ce qu'il a vu comme mouvement. Mais comme je n'ai pas d'abonnement HomeKit, ça y est, iCloud, excusez-moi, 200 gigas, il ne me montre pas les clips. Hein. Je pense que si on avait l'abonnement, en cliquant sur les clips et la durée, je pourrais voir ce qui s'est passé. Là, je ne peux pas. Le mode confidentialité dont on a parlé, c'était privacy. Et on peut la mettre avec vertical flip, on peut la mettre quand elle est suspendue. Voilà, et c'est tout, point, c'est tout. Et une fois que j'ai vu tout ça, je me suis dit très bien, elle marche. Je peux choisir évidemment dans quelle pièce elle est. Je peux choisir certaines automatisations, ça c'est typiquement HomeKit, donc avec des routines, mais ces mêmes routines-là, je pourrais les faire avec l'application Home. On va revenir à l'application Home. Et vous voyez que ici, sur la caméra, quand je clique, j'ai ma petite roue crantée de réglage. Ça me permet de dire quelle routine je déclenche quand il y a eu une détection de mouvement. Est-ce que j'allume les lumières? Est-ce que je fais autre chose? J'aurais pu faire sonner une sirène ou déclencher quelque chose. Les notifications, c'est les typiques Apple, me prévenir, etc. et dire je veux les recevoir sur cet iPhone. Là, c'est pas le cas parce que j'en ai un autre dédié pour ça. Et les options d'enregistrement, reconnaissance faciale, vous voyez, c'est là que il me dit voilà, donc les membres, etc. Je fais ajouter des noms et là, normalement, je dois pouvoir rajouter des noms à la caméra. Voilà, donc celle-ci, c'est des bibliothèques partagées sur iCloud, donc c'est pour ça que là, il était d'accord. Et je dois pouvoir rajouter des noms. Mais si vous n'avez pas de bibliothèque partagée, vous ne pouvez pas le faire. Donc, pour l'instant, connu, il marque 0. Donc, tout ça, très bien. Mais une fois que j'ai fait tout ça, j'ai voyant d'état, etc. Il y a des choses qui me manquent par rapport à l'application Eufy, si vous vous rappelez. Et donc, je les ai appelés pour leur demander. J'ai dit, mais comment est-ce que je règle le fait de détecter s'il y a une présence ou comment est-ce que je fais pour détecter un son? Et aujourd'hui, la réponse, c'est vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, c'est là où c'est un tout petit peu embêtant parce que, admettons que la caméra vous prévienne en disant « Bing, j'ai détecté une présence » parce que vous avez mis un réglage comme ça. Là, vous prenez votre application manuellement et vous faites tourner la caméra et vous cherchez où elle est. Dans les autres caméras qu'on a pu tester, en particulier dans les Eufy,
Si la caméra détecte quelque chose, elle va se tourner et suivre le mouvement. Si vous avez un animal de compagnie ou un voleur de compagnie dans la maison, la caméra va le suivre, hein, parce que juste qu'elle vous dise il y a quelqu'un et va le chercher, je trouve pas ça très cool. Donc je les ai appelés et je leur ai demandé et ils m'ont dit c'est pas prévu. Je dis mais pourquoi? Parce que c'est pas prévu. Donc ça veut dire que peut-être parce qu'HomeKit le fait pas aujourd'hui, peut-être parce que c'était pas dans leur priorité de développement. Donc c'est ma petite déception, c'est que comment est-ce qu'on fait avec une caméra qui bouge, mais qui ne bouge pas toute seule? C'est-à-dire que c'est une caméra qui vous permet de la régler dans la position que vous voulez de surveillance, et là elle devient fixe. Et éventuellement, si vous avez un doute, vous la baladez manuellement, mais pas automatiquement. Les autres caméras qu'on a vues, et pourtant, celle-ci est pratiquement au même prix qu'une fille, hein, grosso modo. Ouais. Moi, je voudrais qu'elle fasse un peu plus, alors, et surtout, puisqu'il y a un micro, qu'elle fasse une détection de mouvement, parce que soit vous laissez le son en continu, et là, vous avez le son tout le temps, ce qui peut être ne pas très pratique si vous êtes en train de dormir et vous avez le son de la caméra toute la nuit, c'est pas génial. Ou sinon, oui, vous attendez la notification Apple qui vous dit il y a un problème, ou il y a un bruit, ou il y a un mouvement. Non, pas un bruit, il y a un mouvement, il n'y a pas un bruit, il y a un mouvement. Et à ce niveau-là, vous vous connectez, vous activez le son et vous cherchez l'origine. Est-ce que c'est à gauche, à droite? Bon, voilà. Donc, c'est pour ça que mon sentiment est un peu mitigé. C'est-à-dire que les plus, c'est un test, hein, donc les plus, c'est une caméra HomeKit. Elle fait du Secure Video. La EFI le faisait pas au départ. Je suis pas sûr qu'elle le fasse pas maintenant. Il faudrait que je vérifie, mais en tout cas, elle le faisait pas. Si elle le fait. Voilà. Donc Elle le fait. Voilà. Donc maintenant, ça le fait, c'est parfait. Donc le prix est intéressant. Et le moins. Alors le moins pour l'instant, elle réagit pas automatiquement à la détection, c'est-à-dire qu'elle bouge pas toute seule. Il n'y a même pas un mode patrol, c'est-à-dire un mode qui ferait tourner la caméra de droite à gauche, etc. Elle est dans la position qu'on a choisie pour elle. Et après, si on veut la bouger, il faut passer par l'application qu'il faut de toute façon avoir, ne fût-ce que pour les mises à jour, et pour pouvoir contrôler la caméra. Si on l'utilise uniquement avec l'application HomeKit, elle marche en caméra fixe, voilà, avec des détections qu'on voit évidemment HomeKit. Donc, je suis resté un peu sur ma faim, en sachant qu'elle fait ce qui est dit qu'elle va faire. Hein. Peut-être que si Apple faisait évoluer HomeKit, ils rajouteraient eux des fonctions, mais tel quel, je pense qu'ils n'ont pas tout mis par rapport à ce que le hardware permettrait de faire, je pense. À moins qu'il y ait une limitation qu'on ne connaît pas. Mais voilà, donc du coup, pour donner une note, je dirais 3, parce que quand même, les HomeKit Secure Video à 47 €, c'est pas négligeable, hein. Et que surtout, Vocalink est une marque connue, ils ont d'autres produits dont on parlera qui sont plutôt sympas, et qui a un réseau de distribution, et qui a, si jamais il y a un problème technique, on sait à qui la renvoyer, on sait l'échanger en cas de panne, etc. Donc 3 sur 5 pour cette caméra opto. Oui, parce qu'il faut qu'elle soit un peu au-dessus de la moyenne, honnêtement, parce que HomeKit Secure Video, c'est quand même bien. Les autres sont à 3 fois le prix, sauf la EFI Cam, mais la EFI Cam, il n'y a pas de distribution en France, hein, réelle. Voilà, c'est juste ça. Sinon, mais est-ce qu'ils vont l'améliorer? Je suis en contact avec la société, du coup, qui est en Pologne, qui sont assez réactifs, puisque j'ai eu le support technique hier, justement, parce que quand la caméra était bloquée, que j'arrivais pas à la connecter, etc., j'ai quand même contacté le support technique, ils m'ont répondu tout de suite. Et ce matin, j'ai eu un mail du directeur des ventes internationaux en disant « Oh, MCS, ça fait des années qu'on veut travailler avec vous, comment on peut faire pour bosser ensemble ?» Très rapide, hein. Donc, quel accueil. Voilà. Donc, bon, merci Elie pour ce test de la semaine. On se retrouve dans une poignée de secondes pour un tuto audio qui va peut-être vous rendre un petit peu en colère. À tout de suite. Êtes-vous l'une ou l'un des 533 millions d'utilisateurs de Facebook dont le numéro de téléphone, le mail peut-être et des données perso se baladent sur Internet? C'est ce que je vais vous permettre de vérifier tout de suite avec ce tuto audio. Alors un petit rappel, hein, la fuite a été ébruitée samedi dernier, mais elle aurait été repérée
mi-janvier par un expert en sécurité informatique qui a remonté le fil. La fuite date en fait de début 2020, donc il y a plus d'un an, quand une vulnérabilité de Facebook a été mise à profit pour pomper les infos de donc 533 millions d'utilisateurs du réseau social de Mark Zuckerberg. Zuckerberg qui a lui-même été piraté. Numéro de téléphone, ID Facebook non complet, emplacement géographique, date de naissance, biographie et dans certains cas donc adresse mail. 533 millions, 32 millions seulement aux US, 11 millions au Royaume-Uni et donc 500 millions ailleurs dans une centaine de pays. Ça fait du monde et ça fout les jetons. Alors pour savoir si vous êtes concerné, il y a 2 milliards d'humains sur Facebook, hein, donc 533 millions, c'est 1 sur 4. Donc vous avez un risque sur 4 d'être dans cette base, entre guillemets. Et donc pour savoir si vous êtes concerné, c'est simple. The Next Web a donné la solution avec un site qui a été créé à partir d'une copie de cette base de coordonnées piratées. Alors l'adresse est assez imbitable pour nous français, j'ai essayé de vous l'épeler. Donc c'est un https ça se lit havaibeenpwned.com. Alors je vais vous l'épeler. Donc ça commence par H-A, V comme Valérie, E-I, B comme Béatrice, E-E, N comme Noémie, P comme Patrick, W comme Whisky, N comme Noémie, E, D comme Daniel. Voilà. Pas évident, .com. Si vous avez tout bon, vous allez arriver sur une page toute simple avec une case de recherche dans laquelle vous allez taper soit votre adresse mail, celle qui est sur votre Facebook, soit votre numéro de téléphone, probablement numéro de portable avec le format que vous connaissez international, hein, 33 pour les numéros français. Et puis vous ne mettez pas de 0 pour les portables ou pour les numéros fixes. Voilà, vous validez. Et si vous êtes comme moi, vous verrez apparaître un bandeau rouge avec ce message « Oh no, pwned ». Voilà, ça veut dire que vos infos sont dans cette immense base qui a été mise sur un forum. Toi aussi, Ellie ? Oh oui. Toi aussi. I Moi have aussi. been pwned. Ouais. Moi Toi aussi. aussi, François ? Ouais. Voilà. C'est la cata. Bon, on n'avait qu'un seul risque sur 4, mais on est dedans. Alors, le conseil immédiat, hein, c'est de modifier votre mot de passe Facebook et surtout d'activer l'authentification à 2 facteurs. Vous savez, c'est ce mode d'authentification qui va vous envoyer un code sur votre portable. Enfin, c'est l'une des solutions proposées et qui va limiter les risques que vous vous fassiez pirater. En tout cas, vous pourrez récupérer votre mot de passe si jamais vous le faites voler. Voilà, bon courage à vous, bonne chance. Et Facebook a officiellement reconnu la fuite, hein, donc c'est pas juste une vue de notre esprit. Dans un instant, on va se réconforter avec un bon dîner. À tout de suite. Le dîner d'Ellie. Ouais, ça fait du bien là, parce que là, ça m'a foutu un coup de me retrouver piraté comme ça. Jamais très agréable. On va surtout se barrer de Facebook, ça va être beaucoup plus simple. En entrée, Ellie, je crois que tu voulais quelque part créer une suite à ce tuto de la semaine. Eh oui, mais tu l'as dit, tu as un tout petit peu, à mon avis, tu as ouvert la porte du four. C'est ça. Pour voir ce qu'il y avait dedans. Et effectivement, ce que je voulais dire, c'est que parmi la liste de tous ces utilisateurs qui ont été piratés, il y avait effectivement notre ami Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, qui au départ avait un peu minimisé l'affaire. Hein, et du coup, il y a des personnes qui ont publié ce qui avait été donc hacké chez lui. Et effectivement, on voit l'affiche Mark Zuckerberg avec sa date de naissance, l'endroit où il habite, le fait qu'il est marié, le nom de son épouse, et toute une série de renseignements qui n'ont pas été publiés dans l'article que j'ai vu, je suppose pour éviter des procès ou d'autres choses, mais en particulier on apprend que Mark Zuckerberg n'utilise pas WhatsApp, qui pourtant appartient à Facebook, parce qu'il y a des histoires de sécurité, mais qu'il utilise l'application Signal,
qui est une application un peu plus cryptée, etc. Donc, c'est pas bien de ne pas utiliser ses propres applis, Monsieur Zuckerberg. Mais bon, c'est comme ça. Et en fait, il donne la liste des applis qu'il utilise, les trucs où il est abonné, etc., etc. Et donc, ils ont donné une petite aperçu, mais il y a peut-être d'autres informations. On n'a pas vu la fiche complète. Donc, écoute, c'est comme ça, hein. L'arroseur arrosé. C'est exactement ça. Donc, c'était l'entrée était juste un petit truc léger pour nous faire sourire. Voilà, pour nous consoler un petit peu. Le plat de résistance, Ellie, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, car nous savons maintenant que, d'après les informations qui nous sont parvenues, que la production à grande échelle du processeur A15 qui va équiper les futurs iPhones démarrera au mois de mai. Donc, et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour plusieurs raisons, dont deux en particulier. La première, c'est que s'il y a de la production à grande échelle en mai, ça veut dire que les iPhones pour le mois de septembre, ça sent plutôt bon. Donc on n'aura peut-être pas de retard si on a du A15. Ça, c'est déjà très très bien. La deuxième, c'est que si il y a un A15 qui est prêt, ça veut dire que le successeur du M1, qui était basé sur le A14, je vous le rappelle, est déjà prêt aussi. Ça veut dire que un M2, là on ne parle pas du M1X, qui est une évolution du M1, comme le A14X avait été une évolution du A14. Donc que ce M2 ou M3, ou quel que soit le nom qu'il lui donne, pourrait bien sortir à l'automne. Il ne va pas sortir avant l'iPhone, parce que sinon ça couperait un tout petit peu l'élan de l'iPhone. Déjà, Apple l'avait fait sur l'iPad Air avec le A14 l'an dernier, et ça nous avait un tout petit peu étonné, mais là, non, en fait, du coup, le M2 peut pas sortir avant le A15. Donc ça veut dire que pour les deux portables que nous attendons pour pouvoir enfin changer, par exemple ce 14 pouces et ce 16 pouces totalement redesigné dont nous avons parlé à de nombreuses reprises, pourraient sortir à l'automne. Donc, et ça, c'est plutôt bien. Bon. Donc, on est content. Tant mieux, tant mieux. Et puis, on passe au dessert, Ellie. Oui. Avec une autre bonne nouvelle. Enfin, c'est plutôt une bonne perspective. Oui, il y a un analyste, en fait, qui s'est penché sur la production d'iPhone et sur la demande actuelle de l'iPhone. Et donc, d'après lui, Apple pourrait vendre en 2021 entre 240 et 250 millions d'iPhones. C'est quand même un chiffre qui laisse un peu rêveur, mais qui dépasse le précédent record qui était de 231 millions. Donc, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, évidemment, pour Apple, mais c'est aussi une bonne nouvelle à notre petite échelle à nous, les APR, parce que nous, on vend aussi beaucoup d'iPhone. Donc, s'ils sont très optimistes sur les iPhones qu'on vend, parce que comme c'est 2021, ils incluent, je suppose, les iPhone 13 à moins qu'ils arrêtent l'exercice fiscal au 30 septembre, comme fait Apple. Mais bon, dans les deux cas, c'est une bonne nouvelle. C'est qu'Apple soit sur un très bon trend de vente d'iPhone. Ça veut dire que les iPhone 12 sont super populaires. Et ça, c'est bien. Bon, vous, je ne sais pas, mais nous, on s'est encore régalé aujourd'hui. Merci beaucoup, Cédric Rosin, d'avoir été notre invité aujourd'hui dans iWeek. Merci pour votre invitation, c'était vraiment très très sympa, ravi d'y avoir participé. Ouais, écoute, ravi de t'avoir accueilli, et on te souhaite beaucoup de succès avec cette chaîne Twitch de format Mac qui démarre donc ce samedi à 14h30 pour découvrir le code sur la plateforme Apple. Élie, François, merci aussi à vous. Ravi d'avoir été là. Toutes les semaines, ouais, pareil. Moi de même. Je fais une bise de notre part à tous à Jean-Christophe qui recharge ses batteries avant son grand retour. Patreon.com/iWeek, soutenez-nous, aidez-nous financièrement pour le prix du café que vous ne pouvez plus vous offrir au comptoir, et ça fait toute la différence pour nous et pour nos projets avec iWeek. Sur Apple Podcast, pensez à nous mettre une note 5 étoiles et à laisser un avis sympa et bienveillant avec vos mots à vous. Abonnez-vous au podcast partout évidemment, et aussi à la chaîne YouTube d'iWeek, où vous retrouvez désormais les épisodes en vidéo à partir du vendredi, et donc priorité toujours à la version audio native qui, elle, est dispo dès le jeudi avant 20h. Rendez-vous pour l'épisode 34, ce sera jeudi 15 avril avant 20h. D'ici là, prenez bien soin de vous et de celles et ceux que vous aimez. Passez une très belle soirée, un bon week-end, courage
à tous pour ce semi-confinement qui continue. Et à jeudi prochain, je fais une bise aux filles et je dis salut à tous. Ciao. Salut. Salut.